Voilà, on va commencer par remercier toutes ces personnes qui sont arrivées à l'heure. Donc, en général, le débat qu'on organise, il y a 2 ou 3 copains qui ont préparé des interventions pour faire un peu l'introduction au débat, pour préparer un peu. Et ensuite, on pense qu'il y aura des interventions. Donc, le débat se suivra. On a préparé des petits topos, rassurez-vous, qui vont être assez brefs. Donc moi, je préparais un petit préambule sur quelques petites choses qui me tenaient à cœur, sur la manipulation des sentiments. Et je crois que le compagnon Antoine, lui, il a préparé un petit résumé d'un texte de jeune homme qui s'appelait Karim Landé, qui est décédé il y a quelques années, et qui avait produit sur le sujet un livre, carrément un document très intéressant, et que nous avons essayé de résumer. Voilà, donc un peu comment on compte introduire ce débat, qui, on va pour pas le cacher, il fait suite à tout ce qu'on a entendu au niveau de l'actualité. Il nous a semblé essentiel de repositionner certains concepts. Si on peut le faire collectivement, c'est pas mal. Pour ma part, et en préambule, moi je commencerai par affirmer la notion d'identitarisme, c'est une escroquerie. Voilà. Les êtres humains, entre eux, ne sont jamais identiques. Et dans chaque individu, la part de l'acquis nous explique qu'en plus de ne pas être identiques, les individus sont en perpétuel devenir. C'est-à-dire que moi, je suis différent de ce que j'étais hier, ne serait-ce que par l'acquis de ce que je vais avoir ce soir, et demain, je serai différent de ce que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire, il n'y a pas comme ça d'identité individuelle, il y a des différences. Pour être clair, mais c'est effectivement que les politiques ne veulent pas être clairs, il faudrait parler de points communs entre les individus. Je crois qu'il faut clarifier. Nous avons entre nous des points communs. La localisation géographique, là où on vit, est un point commun. Le hasard nous a fait naître ici. Suggérer qu'à partir de ce point commun de la naissance, on puisse construire une identité biologique, c'est une escroquerie intellectuelle. Cela s'appelle le nationalisme. Le nationalisme classique associe une identité sanguine au hasard de la naissance. Le nationalisme moderne est plus subtil. Il utilise quelques points communs, des cultures, entre guillemets, des valeurs, entre guillemets, des croyances, entre guillemets, pour fonder autour de ces points communs une exclusivité. La fonction du nationalisme moderne est la même que celle du nationalisme classique. Il ne faut pas s'y tromper. Il s'agit de regrouper d'abord pour mieux exclure ensuite. Mais c'est une escroquerie subtile, mais qui n'en est que plus manipulatrice. Comme toute manipulation, il y a l'utilisation des sentiments. Dans le cas qui nous intéresse ici, le sentiment qui est utilisé, c'est le sentiment d'appartenance. Cette action sur le sentiment d'appartenance, comme toute action reposant sur les affects, est propre à la manipulation, à toute forme de manipulation, et en particulier à celle du pouvoir. Tout le monde connaît l'adage « diviser pour mieux régner ». Nous y sommes en plein. L'idéologie nationaliste est une stratégie du pouvoir. Je me rappelle d'un texte que j'ai parcouru il y a quelque temps, qui était un texte de Rosa Luxembourg sur la montée du fait nationaliste au XIXe siècle. Elle décrivait parfaitement comment le fait nationaliste était propulsé par les politiciens réactionnaires pour contrer la montée du mouvement émancipateur. C'est donc une stratégie pour la prise du pouvoir, comme on l'a vu, dans la première moitié du XXe siècle, et c'est aussi une stratégie pour la conservation du pouvoir. Et le débat que nous a lancé le gouvernement aujourd'hui fait partie de cette stratégie pour la conservation du pouvoir. Les fondements psychologiques de cette stratégie ont été étudiés en psychologie sociale, par exemple sur la formation des groupes. Il y a une expérience que m'a raconté un compagnon il y a peu, dans laquelle on invite des chercheurs en psychologie sociale
invite des individus à participer à une expérience, ils ne disent pas laquelle. Ces individus sont conviés à attendre que débute l'expérience dans une vaste salle d'attente. Et il se trouve que l'expérience a déjà commencé dans la salle d'attente et qu'ils sont observés. Ces individus ont les uns des badges rouges, les autres des badges bleus, et au bout de certains moments, on constate que les individus qui ont des badges rouges ne parlent plus qu'aux individus qui ont des badges rouges, et que les individus qui ont des badges bleus ne parlent plus qu'aux individus qui ont des badges bleus. Se forment des groupes. Fait encore plus étonnant, on a pris le soin de confier à deux individus qui ne se connaissaient pas plus des badges dorés. Eh bien, ces deux individus-là qui ont des badges dorés, qui dépassent un peu les autres, puisqu'ils sont dorés, ils ne sont que deux, les autres sont plus nombreux, prennent les autres de haut et ne parlent qu'entre deux, comme s'ils étaient un peu devenus les chefs de cette salle d'attente. Voilà. Voilà un peu de mots résumés, une dynamique de groupe dans une salle d'attente, avec des fonctionnements identitaires. Donc, nous sommes en plein dans la manipulation des sentiments. La manipulation des sentiments, ce n'est pas autre chose que la culture de l'irrationnel, l'utilisation de l'irrationnel dans ce domaine du sentiment d'appartenance. C'est ici qu'il faut faire la comparaison avec une autre utilisation que nous avons eue à lutter, c'est le sentiment d'insécurité. On utilise les sentiments des gens, le sentiment d'insécurité, le sentiment d'appartenance, et à partir de là, on crée quelque chose de parfaitement irrationnel. Le produit global que l'on constate est une atmosphère actuelle d'obscurantisme délétère, dans lequel nous semblons nous engouffrer et contre laquelle nous devons lutter. C'est pourquoi nous sommes là. Les militants de la CNTAIT, c'est un mouvement anarcho-syndicaliste, mais ne luttent pas uniquement contre la domination sur le plan salarial, sur le plan de lutte de classe. Ils luttent contre toute forme de domination. Et il n'y a pas pire forme de domination que celle qui consiste par cette manière à s'emparer des esprits. Pour terminer, je dirais donc que pour nous, il est aujourd'hui primordial de reposer les bases intellectuelles du mouvement émancipateur. Deux mots, l'universalisme, la réflexivité. Qu'est-ce qu'on peut entendre par universalisme? Il y a 15 jours, 3 semaines de cela, j'en ai eu une très bonne définition pour l'actualité. J'ai entendu dans une assemblée des amis du rassemblement une phrase, moi, qui m'a vraiment résumé cet universalisme. Chacun est différent, mais nous avons tous les mêmes droits. Je crois que l'universalisme, il est bien résumé là, qui s'oppose au communautarisme. Nous sommes tous différents, mais nous avons tous les mêmes droits. Et c'est cet universalisme qui peut servir de base intellectuelle au mouvement émancipateur. La deuxième base, c'est la réflexivité. Qu'est-ce qu'on entend par réflexivité? C'est la réflexion, mais c'est aussi et surtout la capacité de remise en cause de ce qu'on appelle ici et là les racines ou les traditions. Tout cela, comme le dit l'autre journal, nous avons un cerveau, nous n'avons pas de racines, on n'est pas des arbres. C'est-à-dire que nous devons être capables, dans tous les domaines, de remettre en cause ce qu'on nous a imposé comme des vérités. Les vérités d'aujourd'hui sont les erreurs de demain. Voilà. Donc, il faut avancer avec des bases générales, qui ne sont pas spécifiques au mouvement anarchiste, mais qui sont des bases qu'il faut défendre pour pouvoir laisser se développer un mouvement émancipateur fort dans le monde. Si on ne défend pas ces bases-là, qui sont essentielles à notre survie intellectuelle, eh bien nous sombrerons dans l'obscurantisme. Et c'est contre cela aussi que nous entendons lutter. Je laisse ma parole à mon compagnon. Oui. Tu as parlé d'universalisme. Moi, j'appellerais cette intervention cosmopolitisme. Et c'est la position des anarchistes par rapport au nationalisme. On peut la résumer en un seul mot. Alors, pourquoi ce débat ce soir? Il faut rappeler un peu l'actualité. Le titre, c'est ni identité nationale, ni identité régionale. Et effectivement, dans l'actualité récente, il y avait au moins 2 séries de faits qui sont, pour certains, beaucoup plus graves qu'on veut le dire. Le premier, c'est ce débat sur l'identité nationale, qui, tout le monde l'a vu, bon, il est soi-disant fini, mais à mon avis, c'est un tournant, un cap qui a été franchi, et qui va avoir des résultats assez catastrophiques dans la durée, et on ne mesure pas assez les effets de ce débat. Sur le plan très factuel, comme ça, journalistique, on a vu des réflexions racistes, clairement, lancées par des ministres, des gens qui représentent donc l'État, et sans que rien ne leur arrive après, qu'ils ne soient même pas sanctionnés. Alors je vais rappeler juste quelques réflexions. Nadine Morano, qui définit un bon musulman, c'est un type qui déjà cherche un travail, qui trouve un travail, et qui ne met pas sa casquette à l'envers. Hortefeux, avec sa réflexion sur
que un ça va, mais quand il y en a trop que le problème se pose. Là aussi, c'est un ministre soi-disant de la République qui soi-disant est égalitariste, et ça passe. Bon, nous, à la limite, on s'en fout un peu des représentants de l'État, mais le problème, c'est que ça a un effet symbolique très important par rapport à la population. Ça déculpabilise énormément de racistes, puisque ça devient une opinion qui peut être tenue sans aucune sanction. Et à gauche, Manuel Valls, qui, quand il fait visiter sa ville, je crois que c'est Évry, à la télé, oublie que la télé est là, et il dit « Ah non, mais quelle belle image de la ville, parce qu'il n'y avait que des Arabes et des Noirs, il nous faut des whites, des blancos et des blancs. » Bon, alors plein de gens, dans la presse, quand on en parle, on dit « Oui, il y a eu un dérapage, une dérive, un excès. » En fait, ce n'est pas un dérapage. C'est logique, c'est un aboutissement logique de la logique nationaliste. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est un excès momentané, c'est prévisible que ça se passe comme ça, soit dit, et c'est même étonnant qu'il n'y en ait pas eu plus de ce genre de réflexion. Au niveau toulousain, évidemment, c'est beaucoup plus sympathique, c'est l'occitan, ça paraît moins grave, moins menaçant, donc il y a eu déjà cette histoire de métro avec les noms des stations en occitan. Bon, sur la forme, ça ne correspond pas à une demande populaire. Il n'y a pas eu une manif de 500 000 Toulousains qui réclament l'occitan dans le métro. Donc c'est un petit lobby qui, de manière autoritaire, par ses relations et par le petit nombre de voix qui peut faire basculer l'élection municipale, a réussi à imposer ce qu'il appelle régionalisme et qu'on peut appeler micronationalisme. Et d'autre part, juste une petite info dans la dépêche. Qu'est-ce qu'on apprend? Qu'il y a maintenant une agence d'intérim occitaniste qui a ouvert, qui réserve les emplois, alors qu'il y a un chômage fou, qui réserve les emplois à ceux qui parlent occitan. Bon, là aussi, ça paraît minoritaire, sympathique, mais il faut savoir qu'en Espagne, c'est allé beaucoup plus loin, cette logique-là, jusqu'à l'exclusion de ceux qui ne parlent pas la langue du coin. Donc, est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'on peut penser que ce micronationalisme est la même chose que le nationalisme français? Le premier paraît folklorique, mais je vais essayer de montrer qu'au niveau des idées, de l'orientation idéologique, c'est la même chose. Voilà. Alors, face au nationalisme, comment ça se passe? Il y a, si on prend ce qu'on appelle les forces du progrès, il y a plusieurs positions à gauche, disons. Il y a des gens qui disent on n'est pas nationaliste, mais on est patriote. Une belle nuance. Donc quand on essaie de comprendre un peu c'est quoi, ils disent le patriotisme c'est l'amour des siens et le nationalisme c'est la haine des autres. Or on va essayer de montrer que l'un mène forcément à l'autre. On ne voit pas comment on peut aimer les siens sans un peu sentir supérieur aux autres et dénier des droits aux autres. Et là j'aimerais citer une petite image de Deleuze. Il donne une définition, ce qu'il appelle lui la différence entre un homme de gauche et un homme de droite. Gauche pour lui c'est pas la gauche, c'est pas les partis de gauche. Ça voulait dire une sorte d'homme qui lutte pour l'émancipation. Et il définit que c'est pas une question de jugement, de valeur, de dire moi j'ai des valeurs de gauche, des valeurs émancipatrices et les autres ils ont des valeurs conservatrices. Pas du tout, il dit c'est une question de perception. Un mec de droite se dit moi, ma famille, mon quartier, ma ville, puis il va un peu plus loin, mon pays, mon continent, l'Europe. Et éventuellement, à la fin, il pense un peu au monde. Et celui qui a une position émancipatrice pense exactement l'inverse. Il démarre par le monde. Il pense qu'il est un citoyen du monde. Et après, il raisonne en sens inverse pour arriver jusqu'à son petit patelin, son petit quartier et sa petite famille. Et donc, un patriote, où le classer? Il est forcément dans la position de celui qui démarre de sa petite patrie, de son patelin, de son terroir. Après, il y a la position internationaliste. Internationaliste, ça paraît déjà beaucoup plus sympathique, plus humaniste. Bon, on connaît, c'est la position de Jaurès, il défendait, même Lénine, mais d'un point de vue tactique, le défendait. Mais internationaliste, ça veut dire qu'on accepte les nations, mais on veut entre les nations des bonnes relations. On ne s'attaque pas au principe national lui-même. Et puis, il y a notre position, qui est un anationalisme, comme il y a un anarchisme, ou on peut le dire autrement, un antinationalisme. Ça c'est la version négative
contre quoi on est, contre le nationalisme. Mais il y a une version positive, c'est le cosmopolitisme. J'aimerais lire une petite citation de l'encyclopédie anarchiste qui définit le nationalisme. Alors, je cite, les nations sont des réalités, des faits. Bien entendu, constater un fait ne signifie pas le justifier. Bon, ça, c'est important pour la suite. Souvent, les nationalistes prennent le fait pour une valeur, prennent le fait d'être français pour une position politique. Donc, on va revenir là-dessus. Les religions, les épidémies sont également des faits. Et leur existence ne justifie pas pour autant. Le mot cosmopolitisme, pris dans son sens étymologique, à peu près a la même signification que celle que nous donnons au mot anationalisme. C'est ce qu'on vient de dire. Les anationalistes représentent la Terre comme une unité, comme un tout, appartenant à tous les terriens. Si dans une région il existe des matières premières inutilisées par les indigènes, nous pensons que ceux-ci n'ont pas le droit d'empêcher que des étrangers utilisent ces richesses naturelles. La nécessité d'utiliser d'utiliser les richesses naturelles de toute la terre. Elle exige la disparition des nations souveraines et la soumission de tous les hommes au principe de la raison. Par suite, nous considérons comme réactionnaire la politique qui consiste à prôner l'indépendance des nations, l'autonomie des peuples, la conservation des mœurs, des cultures et des langues nationales. Ça, c'est la position anarchiste de la nationalisme. Bon, alors pourquoi on est antinationaliste? Parce que là, on dit ce qu'on est, mais on voudrait un peu expliquer pourquoi. Bon, je ne peux pas rentrer dans un gros débat sur le nationalisme parce que c'est une notion extrêmement difficile à définir, même si elle paraît claire. Les historiens, les philosophes ne sont jamais arrivés à une définition sur laquelle tout le monde est d'accord. Mais on peut, juste pour pouvoir discuter, donner une petite définition minimale qu'on pourra débattre par la suite. C'est quoi la nation? C'est une construction imaginaire, je dirais après pourquoi imaginaire, qui part d'un fait sélectionné, parce qu'elle ne prend pas n'importe quel fait, et le transforme en norme d'un côté et en objectif politique de l'autre. On va essayer de voir un peu point par point pourquoi un fait sélectionné. Bon, là je ne vais pas parler longtemps, je fais confiance à un spécialiste, Ernest Renan. Alors je vous lis la phrase. L'oubli, et je dirais même l'erreur historique, sont un facteur essentiel de la création de la nation. Et c'est ainsi que le progrès des études historiques sont pour la nation un danger. Donc déjà, un théoricien du nationalisme reconnaît bien que c'est une construction mentale, une sélection de faits, et il vaut mieux mentir, faire oublier la vérité historique pour pouvoir construire ce sentiment national. La nation française, on le sait, par exemple, pendant longtemps, il n'y avait pas de sentiment national en France. Pendant la Révolution française, il y avait une étude de l'abbé Grégoire qui constate qu'il y a 6 millions seulement, sur les 20 millions de Français de l'époque, qui parlaient français, qui le comprenaient. 3 millions seulement sont capables de tenir en conversation. Donc personne ne se sentait français. Et donc on arrive à quoi? Que le nationalisme, bon, une thèse un peu paradoxale, c'est que le nationalisme précède la nation. C'est l'idée de créer un sentiment national, de le défendre, de sélectionner une langue, parfois de la construire de toutes pièces parce que le pays est émietté en patois, etc., précède la nation. Alors on peut dire donc effectivement que l'État français, la nation française, a essayé de lutter contre les langues locales. Donc, en ça, les occitanistes ont raison. Le problème, c'est que les occitanistes font la même chose. Ça veut dire que l'occitan n'existe pas. C'est un produit chimique, de synthèse. En réalité, il y a énormément de patois différents qui eux-mêmes le reconnaissent, et ils ont dû construire une langue qu'ils ont transformée en norme et qui elle-même opprime les autres variantes. Et là aussi, a créé un sentiment national. Bon, là, c'est d'appartenance locale. Alors, donc c'est un fait sélectionné, inventé, on crée un imaginaire, et après, on le transforme, c'est là l'étape qui nous énerve un peu le plus, en norme politique. C'est-à-dire, pour nous, aucun fait historique n'est une norme en soi. On ne peut pas dire c'est comme ça, donc c'est super, et on va... chaque fait doit être, de notre point de vue, être critiqué, évalué, et on décide par l'utilisation de sa raison, par rapport à des critères de justice, si c'est bien ou mal. Mais on ne peut pas dire, on est français, donc c'est bien. Mais non, on va voir. Comme disent les politiques, il y a un droit d'inventaire. Donc on va passer à l'inventaire tout ce qui existe historiquement et voir. On ne peut pas adhérer a priori, par le fait qu'on soit né, au fait d'être occitan ou français. Et en fait, autrement dit, ce n'est pas le fait d'être né quelque part qui doit provoquer notre position politique.
Par exemple, si on est occidental, c'est pas pour autant, on est français ou occidental, qu'on est pour la colonisation dans les années 50. Si on est musulman, né dans une famille musulmane, ça ne veut pas dire qu'on est pour le voile. Si on est du Sud, ça ne veut pas dire qu'on est pour les dictatures, alors qu'elle appartient à la culture de notre pays. Mais non. Une position émancipatrice, c'est de ne jamais, de ne jamais déduire quoi que ce soit d'un fait. Or, le nationalisme ne fait que ça. En réalité, c'est une sorte de bêtise intellectuellement. C'est en train de dire, je suis comme ça, je suis né là, donc j'ai raison et je vais lutter pour que ça dure. Après, quand on dit c'est une norme, le nationalisme prend, en fait, comme tu disais tout à l'heure, la réalité est une sorte de flux mouvant. Tout change tout le temps. Et surtout, ce n'est pas un phénomène pur. Il y a plein de contradictions. Dans un pays, il y a plein de groupes différents, plein de langues, plein de mœurs. Le nationalisme homogénéise tout ça, essaye de créer un groupe homogène, et le fiche dans le temps, et décide que c'est comme ça, et l'empêche en fait d'évoluer et d'exprimer sa complexité. Là aussi, on est complètement opposé à tout ça. Nous, on pense que la société doit être libre, qu'il ne doit pas y avoir une homogénéisation forcée. Et souvent, le problème, c'est que l'homogénéisation et le fait de figer comme ça l'histoire, c'est la condition d'exercice de pouvoir. C'est pas complètement par hasard qu'on essaye de créer une identité nationale, une identité régionale, c'est pour justifier le pouvoir. À ce propos, petite parenthèse, pourquoi la gauche de gouvernement, depuis quelque temps, est devenue plus ou moins ouverte au localisme, au régionalisme. Et en fait, ça s'explique par le fait qu'elle perd les élections présidentielles et nationales assez régulièrement depuis une bonne vingtaine d'années. Le PS est devenu un parti de notables locaux qui dirigent des mairies, des conseils régionaux. Et c'est à partir de là qu'ils se sont saisis de la question régionale et ils décident de la pousser à bout pour pouvoir avoir leur petit fief. Et donc c'est aussi un calcul politicien. On voit bien que c'est une manière d'exercer le pouvoir. Enfin, le nationalisme, pourquoi on n'est pas d'accord? Parce qu'il enferme l'individu dans sa culture. Lévi-Strauss disait, une culture, c'est un enfermement, c'est une prison. Et les nationalistes parlent souvent de droit à l'autodétermination des peuples. Nous, on pense qu'il faut défendre le droit à l'autodétermination des individus dans le peuple, dans leur culture. C'est ça la seule valeur émancipatrice. Enfermer quelqu'un parce qu'il est musulman dans ses traditions, parce qu'il est chrétien dans ses mœurs actuelles, parce qu'il est français, c'est la négation de l'individu. Or, pour nous, ne peut naître... la seule liberté, c'est la liberté individuelle de choisir, de construire son identité, de passer un contrat social, un droit d'association libre et de sécession. On peut décider d'être un traître à sa patrie si celle-ci fait des saloperies. Or, elles en font toutes chaque fois qu'elles le peuvent. Après, une dernière chose, l'exclusion. Quand on définit nous, les nôtres, forcément on exclut les autres. À ce propos, j'aimerais lire là aussi Fernand Pelloutier, là aussi c'est bref. Le nationalisme revendique le droit des peuples à être exploités par leur propre classe dominante et par des oppresseurs de leur propre pays. Parce qu'à part exclure les autres, à part la haine de l'autre, il y a aussi la négation de la division en classes de la société. Ça veut dire que moi, si je suis français, je dois être très 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 proche du patron français que je côtoie et opposé, par exemple, à l'ouvrier allemand ou algérien, alors que moi aussi je suis ouvrier. Et pour nous, donc c'est aussi une ruse, c'est une manière de lutter, c'est une manière réactionnaire de s'opposer à la lutte des classes. Donc ça, c'est pour résumer rapidement la position anarchiste sur le nationalisme. Après, j'aimerais dire juste un mot sur l'occitan. Bon, on a dit que c'est une langue, l'occitan et toutes les langues régionales. On a dit que c'est une langue fabriquée, chimique, partout, hein, en Bretagne aussi. En Corse, il n'y a pas d'écriture, donc ils ont dû en inventer une pour l'apprendre dans les écoles. Souvent, c'était une langue, effectivement, ils ont raison, ceux qui la défendent, à une époque, c'était une langue populaire. Mais elle n'est plus du tout. Les classes populaires ne parlent pas occitan ou corse ou breton. C'est des gens de l'élite qui ont essayé de la reconstruire. Et on retrouve ici la même analyse qu'on a fait sur le nationalisme. Ça sert aux mêmes objectifs, je ne vais pas redévelopper. Par contre, par rapport à cette histoire de localisme, il y a 3 éléments dans l'argumentation, parce que là j'ai essayé de me taper toute la prose occitaniste, et je vois 3 thèmes qui émergent, qui sont bien gênantes d'un point de vue révolutionnaire. La première, c'est la défense du multiculturalisme. J'arrive jamais à la prononcer. Bon, vous avez compris ce que je voulais dire. Bon, alors, là aussi, ça paraît sympathique.
c'est bien de défendre le droit de chaque portion de population à avoir sa langue, sa culture et tout. Ça paraît émancipateur. Mais là aussi, ça enferme les gens dans leur culture. Et souvent, c'est des cultures, toutes, pour l'instant, il n'y a pas encore une révolution émancipatrice définitive, toutes contiennent leur part de réaction, de conservatisme, d'exploitation. Et ça arrive à une sorte de balkanisation, où les gens ne sont pas liés par leur raison, par leur appartenance à la réflexion, à la défense de la justice, à la lutte contre la domination, mais on les enferme dans leur ethnie, dans leur langue. Et on connaît un cas extrême dont les régionalistes ne parlent pas, c'est l'ex-Yougoslavie. C'était une lutte régionaliste dans un État unifié. Et ça a donné les succès que vous connaissez. Et donc, ça c'est la première chose. C'est le truc dont je vous ai parlé tout à l'heure et dont je n'arrive pas à prononcer le nom. Multiculturalisme. Voilà. Et la deuxième, c'est... il y a quelque chose de profondément réactionnaire que j'ai remarqué, c'est dire... Ça a existé dans le passé, c'était super, donc il faut le restaurer. Ça a disparu, ça n'existe plus, mais il faut le remettre. Alors pourquoi ? On peut dire pourquoi. Après tout, on peut s'en foutre complètement. Mais pour eux, ce qui a existé dans le passé, les racines, a une valeur en soi, et forcément, il faut le restaurer, le reconstruire, même artificiellement. Et ça reste quand même une orientation très réactionnaire. On peut le voir comme on veut, je ne vois pas pourquoi le passé serait forcément défendable en soi, et pourquoi il faut le restaurer à tout prix. Et là, on arrive à la position qui me gêne le plus, c'est qu'il y a une sorte de référence, de métaphore écologique. C'est un peu fou, mais ils disent l'Occitan, c'est une sorte d'espèce en voie de disparition qui s'est développée dans la niche de la région. C'est une sorte de niche qui a construit une langue, une culture, et c'est vraiment dommage que ça disparaisse parce que c'est naturel, c'est authentique. Sous-entendu, l'immigré qui arrive, il est inauthentique et artificiel. Mais bon, c'est bien parce qu'il n'est pas de la niche, lui, il vient d'une autre niche. Bon, ça c'est une rhétorique d'extrême droite. Hein, je ne vois pas comment on peut parler d'écologie, de l'appliquer aux affaires humaines de cette manière-là. Et surtout, cette histoire de nature est vraiment gênante parce que de notre point de vue, l'histoire n'est pas un fait naturel. C'est un fait, c'est dû à l'action des hommes. Et naturaliser l'histoire, on sait à quoi ça sert en général. Donc... on voit un peu en quoi on est opposé à l'un ou à l'autre, mais bon, on pourra en débattre s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Et donc, s'exciter un peu sur l'Occitan, ça peut paraître ridicule, mais ça ne l'est pas, parce que dans 30 ans, 40 ans, on voit bien que l'Europe encourage, en fait, l'Europe qui est en lutte un peu avec les États nationaux, encourage le régionalisme en ce moment, subventionne, finance, parce que c'est une manière... donc c'est un phénomène qui va prendre de l'ampleur. Voilà. Et au niveau national, n'en parlons pas. Tout le monde voit les dégâts qui ont été faits. Donc, en fait, on voit bien que la lutte maintenant, elle est entre le nationalisme sous toutes ses formes et le cosmopolitisme de l'autre. Le problème, c'est qu'on ne voit pas beaucoup de réactions dans les camps qui se veulent révolutionnaires, même progressistes, contre ça. On n'a pas vu une grosse manif contre le nationalisme. On n'a pas vu des actions très, très puissantes. Après, il y a des petits groupes qui ont bougé, mais il n'y a pas eu d'organisation d'un mouvement populaire là-dessus. Et il faut savoir qu'on ne peut pas coexister, c'est-à-dire l'un tuera l'autre. Soit le cosmopolitisme, soit le nationalisme, il n'y aura pas de choix. Et j'aimerais finir sur un slogan de Malatesta, qu'on peut reprendre et qui date des années 20-30. C'est « Guerre au patriotisme, abolition des frontières et fraternité entre les peuples ». Sachant que quand il y aura une fraternité entre les peuples, il n'y aura plus de peuples, mais il y aura vraiment une cosmopeuple. Voilà, merci. Sur la définition anationaliste de l'encyclopédie, je suis pas d'accord. Je la trouve creuse, et puis je pense qu'elle pose pas exactement les problèmes de territorialité, et elle pose aussi le problème de l'autodétermination des individus qui sont présents. C'est-à-dire quand tu dis que n'importe qui, effectivement il faut une prise de conscience d'appartenir à la globalité pour l'exploitation des richesses. C'est ça, je crois, si j'ai bien compris. Mais qu'une entité extérieure vienne dire et imposer quelque chose à des personnes qui vivent, travaillent et agissent sur une territorialité donnée, moi ça peut me poser problème, si tu veux. Alors il faudrait que je relise le texte, oui, je vais te le redire. Et que j'approfondisse. Je pense que là, je te lis la phrase. Il faut mieux que je pense peut-être... En fait, ils disent... plus de temps pour penser, mais bon, je pense qu'il y a un problème, je suis assez en désaccord avec la définition. Mais tu dois redire. C'est pas je relis la phrase.
mais ma langue avait fourché. Si dans une région il existe des matières premières inutilisées par les indigènes, nous pensons que ceux-ci n'ont pas le droit d'empêcher que des étrangers les utilisent. C'est pas imposé ni rien. Alors après, pour moi, ça peut poser le problème effectivement de l'évolution du macrocosme écologique et social, si tu veux. Et tu vois, le fait par exemple d'aller, s'il y a des ressources de pétrole par exemple, inexploitées dans un endroit, et que tu vas creuser les puits, ça peut faire changer l'écosystème et au moins le macrocosme sociologique. C'est-à-dire que tu vas changer la réalité des choses en imposant ça aux gens. Donc je pense pas être d'accord avec ça. Je pense que tu peux parler avec les gens qui sont là-bas en leur faisant comprendre les intérêts que ça peut avoir. Et si eux sont d'accord pour ça, à ce moment le faire si tu veux. Après, effectivement, ça, il n'y a pas. Je pense que c'est ce principe de territorialité et de synchronie qui ne prennent pas en compte les concepts de nation. Tu peux habiter sur un endroit, là, tout citoyen de la pièce en ce moment, ne forme pas une nation. Et si quelqu'un vient nous dire on a besoin de cette table pour la brûler pour faire du feu, qui prennent toutes les tables et qui les en font du feu, on n'aura plus rien pour écrire, ça va vous poser problème. Il y a deux choses. Je pense qu'on ne s'est pas compris. Parce que là, ils disent s'il y a des ressources inutilisées, c'est pas prendre la table sur laquelle tu es assis. S'il y a une table supplémentaire, ils la prendront. Et deux, ta logique, elle me gêne un peu parce que. Donc, si j'ai bien compris, si on est là et que des gens arrivent, il faut qu'on accepte. C'est-à-dire, donc, si là, par exemple, en France, des immigrés veulent venir, il faut qu'on leur dise oui ou non, on vous accepte. S'il y a des ressources supplémentaires. Non, à partir du moment où ils sont partie agissante, c'est-à-dire s'ils sont dans cette pièce, qu'ils ont besoin de la table, pas de souci. Et s'ils viennent d'ailleurs pour prendre la table, ben oui, effectivement, s'ils viennent ici pour venir, c'est pas de souci. Je sais pas si l'exemple est vraiment parlant, mais ceci là, personne effectivement vraiment besoin de se chauffer. Voilà, mais ça arrive à des discussions très jésuitiques. C'est un débat sur la table. Ça, la table pour le faire brûler, ou vous avez inventer la table pour. Ça, après, effectivement, s'il y a quelqu'un qui dit qu'il a besoin d'une table, on en discute entre nous. Si effectivement, sorti du consensus, on se dit qu'effectivement on peut donner la table, il n'y a pas de souci. Il n'y a rien d'automatique. Mais si tu connais comment on va te convaincre de donner la table pour voir ce qu'elle compte. C'est à peu près ce que j'ai dit. Oui, oui. Bon, on peut élargir au-delà de la table. Non, c'est un exemple. Ça, c'est une table. Bon, moi, je voudrais faire un mot sur, parce qu'on a prononcé le mot culture déjà. Alors, le mot culture au pluriel. Et le mot culture, est-ce que la culture peut être plurielle et qu'est-ce que ça signifie? Parce que quand tu parles de multiculturalisme, qu'est-ce qu'on appelle culture? Est-ce qu'on ne confond pas culture avec tradition, justement, avec ce passéisme? Comment on définit une culture? Et pourquoi, qu'est-ce que signifie le fait de dire, finalement, puisque ça existe, c'est bon? Voilà. Parce que là, il faut parler des notions de relativisme. Actuellement, il y a une idée dominante qui dit toutes les cultures se valent, tout est bon. À partir du moment où c'est une création comme ça du passé, tout est bon, voilà, puisque ça a existé, alors la corrida c'est bon, les pieds bandés c'est bon, on va revenir un peu bon. Ça sont des traditions. Moi, je pose comme définition pour la culture, je propose qu'on dise la culture, c'est ce qui permet le mélange, hein, c'est ce que tu appelles toi le cosmopolitisme, l'universalisme, et qui permet la réflexivité. C'est-à-dire, il n'y a de culture que celle qui permet le métissage et évite l'enfermement. Et moi je donne une définition singulière. J'en ai marre qu'on me parle, les cultures. Alors, on mange un cassoulet, c'est une culture. Bon, tu lis Paul Valéry, c'est une culture. C'est pas pareil. Moi, je préfère lire Paul Valéry que manger un cassoulet. Sauf si j'ai vraiment faim. Après, tout se discute. Ça discute. Après, c'est comme la table. Je ne serai pas péremptoire. Le mieux, c'est de manger le cassoulet et lire. En lisant Valéry. Mais, à un moment donné, bon, disons que le cassoulet, c'est un plat.
parler quand même simplement, gastronomique, Sur la table de plat. et que bon, certaines personnes voilà, ont des idées qui, voilà, où il y a des idées qui sont un patrimoine universel. Voilà. Bon, mais on ne peut pas mettre même au niveau comme ça le fait le cassoulet et mettons une réflexion, mettons un bouquin de Castoriadis. Bon, pour moi, ce n'est pas pareil. Voilà. Ouais, mais un bon cassoulet, ça vous permet de mieux réflexionner. Voilà, tout à fait. Mais si on parle de... Moi j'aime bien qu'on définisse de quoi on parle quand on dit les cultures. Voilà. Bon, si on dit, voilà, mais la culture, alors en Espagne c'est la corrida, le flamenco, là-bas c'est je sais pas quoi. Voilà, on en revient effectivement à concentrer les gens autour de points communs et à les regrouper pour après recréer cette exclusivité. Voilà. Qui fait que puisque toi tu n'aimes ni la corrida ni le flamenco, tu n'es pas espagnol. Voilà. Ou que toi, puisque tu n'aimes pas le cassoulet, tu n'es pas occitan, ou quoi toi, tu vois. Or, la vraie culture ne peut pas générer d'exclusion. La vraie culture, elle est, à mon avis, bon après, évidemment, d'autres diront le contraire, la vraie culture, le fait qu'on ait la conscience de l'être humain, doit permettre l'échange, le métissage, le mélange d'une part, et la remise en cause et la critique de l'autre. Voilà. Moi, je pense que ça c'est la culture. Ce sont ces éléments-là qui fournissent la culture. Parce que la culture, c'est comment on mène une vie intellectuelle valable. C'est-à-dire comment on mène une vie, parce que ça c'est important même pour l'ouvrier. Pourquoi l'ouvrier aujourd'hui est désespéré? Parce que la culture qu'on lui propose, c'est question pour un champion, ou encore, ça c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a à la télé maintenant? Je sais pas. Voilà. On lui propose une culture qui ne lui permet pas de se relativiser, de lui donner des perspectives. Voilà. Qui ne lui donne rien du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas les nourritures spirituelles nécessaires pour affronter la réalité du quotidien. Alors, ce qu'on peut remarquer à propos de nourriture spirituelle, c'est qu'on voit aussi la remontée d'autres cultures, qui sont des cultures religieuses, et qui, elles, fournissent cette nourriture prête à consommer. Voilà. Donc, à un moment donné, il y a tout ça qui est mis sur la balance, c'est-à-dire qu'on vit dans une société qui est très difficile, qui est dure pour l'être humain, et l'être humain aujourd'hui, on lui offre un panel de solutions qui n'en sont pas pour lui, parce qu'on lui propose un panel de solutions qui sont quelque part matérialistes. Voilà. Ils n'ont pas de perspective, les gens, et ça il faut le créer. Il faut créer cette culture-là. C'est la culture, moi j'appelle ça la culture émancipatrice. Parce que si on ne crée pas, ou si on ne la recrée pas, cette culture, on va nous fournir des cultures qui seront des cultures communautaristes. Voilà. Et ce problème de culture, en fait, pour moi, il me semble tout à fait important, qu'il faudrait approfondir. Juste un mot. Quand je parlais de culture, c'était la culture au sens national ou ethnique. C'est comme ça que c'est utilisé. À laquelle on peut opposer ce que les anarchistes appellent la culture de soi. C'est-à-dire une création avec des échanges. Alors que là, la culture ethnique ou nationale, on y est enfermé. On doit la respecter, on doit la sauver, la restaurer, la faire perdurer. Et souvent, par exemple, les multiculturalistes, ils parlent de défendre la diversité des cultures. Nous, on préférait défendre la liberté de construire sa propre culture avec les autres. C'est pas la même chose. Il y a une question avec l'analyse que vous avez fait sur la raison d'être du nationalisme. De ce côté-là, je partage. Et ensuite, je diverge un petit peu sur le fait que tu aies peur des personnes qui jouent sur les émotions. J'ai l'impression que ton point de vue est aussi basé sur les émotions. J'ai l'impression que tu as un petit peu, que vous avez peur du multiculturalisme. Multiculturalisme, il y a plusieurs écoles. Il y a l'école de Michel Desjardins et ce qu'on appelle l'école de Chicago. Donc c'est aussi un sujet vraiment de débat, de discussion. Il y a plusieurs points de vue là-dedans qui se séparent, qui se déchirent aussi. Mais quelque chose que moi, j'aimerais bien préciser, c'est le terme que tu as utilisé, la liberté. La liberté d'avoir sa culture, la construire. Parce que contrairement à ce que dit Frédéric, pour moi, la culture, c'est pas la tradition. La tradition, elle est entrée dans le passé. La culture, elle évolue.
j'appartiens à la culture que je veux, je prends de telle culture ce qui me convient. Et en tant que défenseur des droits humains, on ne peut pas dire que toutes les cultures se valent. Parce que s'il y a des cultures où on prône la décapitation, je suis désolé, mais elles se vont pas. Avec une autre qui prône au contraire la paix et la liberté individuelle. Toutes les cultures ne se valent pas. Et au sein justement des débats qu'il y a dans le multiculturalisme, il y a des personnes qui estiment que toutes les cultures se valent et des personnes qui estiment que non. Et il faut réfléchir à partir d'où on estime que telle culture est bonne et telle ne l'est pas. Et c'est là qu'on entre dans l'ethnocentrisme. Le texte de Sébastien Faure, pour qui j'ai beaucoup d'estime, puisqu'on pourrait dire que nous sommes de la même école de pensée, il date quand même de l'entre-deux-guerres. On a peut-être évolué au niveau de nos visions, au niveau de nos conceptions, et justement au niveau du cosmopolitisme et du multiculturalisme. Peut-être, moi je serais d'accord avec mais je prends l'exemple des multinationales qui vont dans tel ou tel endroit. En ce moment, j'ai un cas en Inde, une association de sécurité survivale internationale, et un cas en Inde qui ont utilisé justement le film Avatar pour dire nous, ce qui se passe dans le film, ça nous arrive à nous. Il y a un cas en Inde où une tribu qui a décidé de vivre en dehors du capitalisme, j'espère qu'on est d'accord avec la loi, il y a pas de surprise. Elle a décidé de vivre en dehors du capitalisme, et le problème c'est que la colline autour de laquelle elle vit, évidemment, cette colline, ils en ont fait leur dieu. Ils souhaitaient trouver quelques contradictions, mais c'est leur droit. Et moi, j'estime que c'est leur droit. Cette colline, le problème, c'est qu'elle contient de la bauxite avec laquelle on fait de l'aluminium. La société capitaliste a beaucoup besoin d'aluminium. Donc, on va aller raser cette montagne. Évidemment, ils vont s'y opposer. Qu'est-ce qu'on va en faire? On va les parquer dans un coin, où on va leur rouler dessus avec un tractopelle. À partir de quel point de vue on estime que le droit est celui-ci ou celui-là. Et c'est là où je pense qu'à mon avis, dans un débat comme ça, on doit laisser la liberté individuelle, mais aussi réfléchir à partir de quel pouvoir on centralise au niveau. Qui a le droit d'imposer son droit, donc l'ethnocentrisme. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais c'est un débat qui est vraiment plus large que culture et nationalisme. Alors, je faisais un clin d'œil sur le bouquin de Frontière. Il avait déjà travaillé là-dessus en son temps. Je pense qu'il est un peu d'avance sur Sébastien. Il y a beaucoup de choses que je voulais dire et je suis complètement oublié. Si ça me revient, par exemple, sur les Occitans, on pense que c'est un micro-nationalisme, alors que les occitanistes, il y en a beaucoup d'occitanistes différents, mais celui, par exemple, du Parti occitan, que je ne défends pas spécialement, et eux sont fédérés. Il y a une chose qui s'appelle Région et Peuples Solidaires. Donc, est-ce que c'est vraiment des micro-nationalismes alors qu'ils sont fédérés entre eux? Est-ce que le nationalisme accepte la fédération? Ou est-ce que la fédération d'individus est justement une manière de lutter contre le nationalisme? Donc je pense que quand on dit que l'occitanisme est un micro-nationalisme, je pense qu'il y a une erreur. Et il faudrait éviter de faire du révisionnisme linguistique, si je peux me permettre, ce mauvais jeu de mots. Je voudrais d'autres choses dire, mais j'ai peur que ce soit tout. Je voulais d'abord dire, pour ceux qui ne savent pas, que je suis militant du communisme international. Donc c'est vrai que je n'ai pas je n'ai pas les visions anarchistes en tant que telles. Ceci dit, je trouve que cette réunion est très intéressante et en particulier, je voudrais saluer l'ensemble des idées qui ont été défendues fondamentalement de dénonciation du nationalisme. Parce qu'effectivement, on peut dire que c'est la première plaie de division qui permet de diviser les exploités entre eux, qui permet de diviser les dominants entre eux, se faire battre les uns contre les autres. Alors que fondamentalement, être exploité, c'est normalement être uni. Ça veut dire aussi que, il faut aller jusqu'au bout, c'est que la mesure où on dénonce, où on dit que le nationalisme est effectivement une plaie terrible, mais ça veut dire aussi que tous ceux qui par mieux par un autre défendent le nationalisme, j'ai manifesté à mon époque pour l'armée du Vietnam, entre guillemets, il y a longtemps. Enfin bon, ceux qui organisaient ces manifestations étaient fondamentalement des défenseurs du nationalisme vietnamien. Et en ce sens, effectivement, ils n'avaient pas d'autre ambition, pas d'autre volonté, entre autres, que de créer un État vietnamien qui
qui serait tout aussi oppresseur que les autres, ce qui est arrivé. Donc ça veut dire, dénoncer le nationalisme, ça veut dire aussi que, on en fait une opposition de principe extrêmement, j'ai envie de dire, de base, et qu'en conséquence, on dénonce ceux qui poussent à se battre pour telle ou telle nation ou la libération de telle ou telle nation. Bon, je trouve qu'il y a eu des tas de démonstrations qui ont été faites dans les introductions qui étaient effectivement intéressantes. Dans la mesure où c'est vrai que la nation, entre guillemets, les nations se sont construites, d'ailleurs même les plus accomplies, comme les nations de l'Europe occidentale ou d'Amérique du Nord, se sont accomplies par l'écrasement de l'ensemble des particularismes locaux qui pouvaient exister. D'où le fait que ces particularismes locaux ont voulu se libérer de cette oppression. Et que, quand on le regarde comme ça, c'était ma vision à l'époque où je me manifestais, comme je l'ai dit, ça me paraissait logique, normal. Il faut dépasser cette vision. C'est pas parce qu'on va se battre, on va défendre des particularismes locaux qui ont été écrasés qu'on va agir dans le sens effectivement de l'émancipation humaine telle que ça a été défini. Au contraire, on va s'enfoncer dans l'exploitation, de la domination, de la barbarie et tout. Simplement, ce que je voudrais dire en plus, je ne veux pas trop... premièrement, deux choses, je voudrais dire. La première, c'est que, je crois que c'est une erreur de dire que les marxistes, comme nous sommes, et aussi comme l'était Lénine, ont été internationalistes par tactique, et qu'il y aurait une telle différence par rapport à ce que vous définissez comme la nationalisme. Fondamentalement, notre idée, c'est que l'ensemble même des exploités, tous les pays se rejoignent. Et qu'ils soient, quelle que soit la nation dans laquelle on a voulu les isoler. Et que c'est la condition, effectivement, pour l'émancipation. En ce sens, personnellement, je ne vois pas trop de différence avec ce que vous dites comme la nationalisme. Et il est vrai que, par ailleurs, en 17, au moment de la Révolution, c'est vrai qu'il y avait des ouvriers russes qui posaient la question, mais tout seul, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, comment ça va pouvoir aller? Et que quelqu'un comme Trotsky avait répondu en disant, mais si on reste tout seul, on a perdu, il ne faut pas se raconter d'histoire, il faut que ça s'étende, que tous les salariés, les ouvriers, les exploités du monde se rejoignent, et ils pensaient des exploités, pas forcément que les ouvriers, pour arriver à cette libération. Fondamentalement, je pense que leur vision était internationaliste. Sur la question des cultures qui est discutée ici, depuis tout à l'heure. C'est vrai que la définition de la culture, on pourrait y passer franchement beaucoup de temps. Mais il est vrai qu'il y a des traditions et des traditions, donc des idéologies, une sorte d'ensemble, d'un corps idéologique des corps idéologiques peuvent être extrêmement réactionnaires, comme on l'a dit, ça peut exister, qui sont extrêmement nocifs. Je voudrais faire remarquer une chose, c'est que dans la mesure aujourd'hui où on considère l'ensemble des nations, où on voit que dans l'ensemble des nations, chacune des nations tente de s'accrocher dur comme fer pour les classes dominantes de ces nations à leurs propres intérêts et à ce qu'ils ont, les attitudes inhumaines, elles sont partagées par tous. Et à ce niveau-là, au niveau de la classe dominante, l'inhumanité, quelle que soit, entre guillemets, la culture, qu'on appelle ça,
habitude de vie, qu'on appelle ça connaissance intellectuelle, en tout cas un meilleur préacquis intellectuel, etc. Malgré tout cela, malgré tout ça, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a une tendance en ce moment dans l'ensemble des pays, dans l'ensemble des classes dominantes, à l'inhumanité. Ça ne veut pas dire que dans l'histoire de l'humanité, je finirai là, je ne vais pas rester trop, je ne vais pas parler trop. Ça ne veut pas dire que dans l'histoire de l'humanité, les hommes, et d'ailleurs on a pris des exemples, qui sont des universitaires qui n'ont pas que des idées positives. Mais bon, ce n'est qu'un exemple. Mais dans l'histoire de l'humanité, effectivement, il y a eu toute une série de penseurs qui, à leur époque, ont représenté des avancées. Et en ce sens, des avancées vers l'émancipation. Enfin, en tout cas, des avancées intellectuelles réelles. Je pense que pour qu'on arrive à l'émancipation de l'humanité, et qui voudra dire effectivement le développement de chaque individu, fondamentalement, l'homme ne peut pas y avoir. Il faut qu'il y ait une compatibilité obligatoire entre l'humanité et chaque homme. On ne peut pas le voir autrement, on ne peut pas le faire autrement. Donc, c'est vrai que dans cette émancipation de l'humanité, fondamentalement, il y aura tous ces acquis intellectuels qui ont été écrits, pensés pendant toute l'histoire de l'humanité, et qu'il faudra fondamentalement dépasser, où il faudra aller plus loin pour faire en sorte d'arriver à une véritable culture humaine, c'est-à-dire un ensemble de valeurs, c'est vrai, qui seront par exemple le fait que chaque individu doit pouvoir se développer au maximum, etc. Et donc, ce sera toutes ces traditions, toutes ces idées, ou certaines, pas toutes, parce que certaines étaient franchement réactionnaires dans la portée que, je veux dire, n'avaient comme volonté que le retour en arrière, et même celles qui étaient les meilleures, celles qui ont apporté un plus, eh bien, celles-là, eh bien, effectivement, il faudra encore les dépasser pour arriver à ce qu'on ait une véritable vision, une véritable j'ai envie de dire, dynamique qui permette l'émancipation humaine. Voilà. Et il me semble que c'est le seul moyen de prendre la question de la culture et de son développement. Vraiment, on risque de... Je reviens sur ce que j'avais dit tout à l'heure, pour synthétiser, les gens qui prennent les décisions sur un territoire ne sont que les gens qui, grosso modo, après, par rapport au fédéralisme, le fédéralisme, c'est une tradition anarchiste. C'est Proudhon. Moi, je viens en partie de là. Après, je pense que c'est maintenant, donc ça c'était la pensée anarchiste du 19e siècle, je pense qu'il faut la dépasser parce que qui dit fédéralisme sous-entend un certain nationalisme. Ce sont des fédérations ou des confédérations de nations. Alors je ne sais pas si maintenant il ne faut pas plus poser les problématiques en termes de réseaux d'individus sociaux et sans avoir forcément besoin de déterminer des frontières géographiques et bien déterminées. Je pense qu'il faut essayer de dépasser, tant que faire se peut, la notion de fédéralisme. C'est encore utile, on peut en débattre. Ce qui a été dit avant, je vais réfléchir sur les dernières interventions. En tout cas, je voulais affirmer mon accord aussi avec les présentations et je trouvais que l'introduction, les deux introductions même qui ont été faites, soulevaient pas mal de questions, même en particulier sur les sentiments aussi, qui fait référence à l'idéologie dominante, en particulier du poids de l'idéologie dominante sur les individus et l'aliénation que ça génère. Je trouve intéressant à développer. Mais d'un premier abord, en fait, la question que je voulais poser dans un cadre très large, c'est pourquoi aujourd'hui, dans la période historique et en particulier dans la période actuelle,
il y a tout un débat qui est mené, alors via les médias, qui est très médiatisé, sur l'identité nationale. Et aussi, comme on l'a vu, sur ce qu'on définit comme du micro-nationalisme ou sur le régionalisme. Pourquoi aujourd'hui il y a ça qui émerge et on nous rebat les oreilles au quotidien avec ces questions-là? Qu'est-ce que ça signifie? Là-dessus, à mon avis, il faut le voir d'un point de vue historique et par rapport à l'absence de perspective, parce que je pense que dans la tête de la majorité des gens, c'est évident que le système capitaliste, la société dans laquelle on vit, a un avenir très noir à offrir à l'humanité sur le plan écologique, sur le plan du travail, la santé et au niveau international. Et donc, il y a un égarement total même des individus, et une automisation de par la mise en concurrence, la compétitivité qui règne au quotidien, au travail, et même qui vient pourrir les rapports sociaux au sein des rapports les plus intimes, j'ai envie de dire, mais qui pèsent de tout son poids idéologique, et les individus sont un peu égarés. Et donc, il y a une recherche d'identité qui est remise au bout du jour, et comme on l'a vu, qui est ancienne, qui date pas d'hier, mais qui reprend des modèles un peu enracinés dans l'inconscient du terroir, là, enfin de la bouteille de vin, avec j'ai bien fait le dessin là, du journal, mais c'est tout à fait ça, parce que ce qui fait peur à la classe dominante, en particulier, c'est qu'il y ait une unité qui s'oppose à cette dégénérescence. C'est qu'il y ait une unité combative, consciente de son identité d'exploité, de chaque individu est parcellisé, atomisé, exploité et divisé pour mieux régner. Mais la bourgeoisie et les exploiteurs ont tout intérêt à maintenir cette division-là. Et le meilleur moyen, comme l'exposé le disait, c'est de persister dans cette dynamique de division et d'opposer à un internationalisme ou une société cosmopolite qui est un peu obligée de se développer au sein du capitalisme via le commerce international et la globalisation. Mais on vient, pour contrecarrer ça, développer des localités, du régionalisme et pour enfermer les gens là-dedans. Et simplement, je voulais rajouter par rapport à l'article que j'ai lu sur le site internet là-dessus, sur le métro, il y a un point sur lequel je partage, mais pour moi, il ne s'agit pas seulement d'exclure en fait, certaines communautés qui ne parlent pas patois, je ne parle pas patois non plus, et je ne me sens pas particulièrement exclu par rapport au fait que je ne comprends pas vraiment ce qui se dit ou en patois, mais ça va bien, je trouve que c'est bien plus pernicieux que l'exclusion en fait. C'est inclure, mais dans une unité petite en fait. C'est construire une belle clôture autour en disant voilà, on vous intègre, mais on ne vous intègre pas dans la société humaine, on vous intègre dans la société française, régionale, à Toulouse, dans le métro. Et c'est ça en fait, le danger c'est l'isolement. Enfin voilà. Mais je ne sais pas si la question du nationalisme et de l'antinationalisme est quelque chose aujourd'hui de structurant, de pertinent dans la situation d'aujourd'hui. Moi, je serais plutôt enclin à reprendre ce qui a été dit tout à l'heure, plutôt l'aspect identitaire ou universel. C'est-à-dire qu'on est plus dans une logique de constitution identitaire, alors, en opposition avec tout ce qui peut être universel. Alors, qu'est-ce qui va caractériser les deux? Alors, déjà, juste un point sur la notion de nationalisme. Je pense qu'on est malgré tout à la fin des États-nations, et ça c'est une réalité, pour X raisons, bien ou pas bien, j'en sais rien, mais on est à la fin historique des États-nations. On ne peut pas faire comme si les États-nations d'aujourd'hui sont ceux du 19e et du 20e. Ça c'est quand même, ça pèse dans le débat sur le nationalisme ou anti-nationalisme. Par contre, l'identitaire aujourd'hui est quelque chose de structurant. On est par exemple tous sommés d'être occidental.
ça dépasse l'État-nation français ou italien ou états-unien ou russe ou je sais pas quoi. Et que si on n'est pas occidental, on est peut-être musulman. Mouvant. C'est pas mes termes, hein. C'est pas mes termes à moi, mais c'est les termes officiels dans lesquels il faut se ranger. Donc on ne demande plus d'être rangé derrière une nation. Le 14-18 ne se refera plus. Ça lui dit une fois, ça ne sera pas deux fois. Les gens ne sont pas débiles. Hein, les grandes boucheries, il y aura d'autres guerres, malheureusement. Il y en a déjà. Elles ne prendront pas ces formes-là. Les choses ne se répètent pas. Donc elles ne prendront pas ces formes-là. Donc il faut se sortir du débat nation anti-nation et réfléchir à ce qu'on nous propose, qui est identitaire, ou alors ce qu'on peut nous avancer, enfin, oui, l'universel. Et l'universel, il peut exister que si peut-être on a des principes porteurs de cet universel, du point de l'émancipation. On a entendu parler d'émancipation tout à l'heure, mais c'est un terme qui nous plaît bien, pour savoir un peu où s'orienter. Parce qu'après, si on reste sur les vieilles critiques de la nation, on passe à travers la nation française de la Révolution. Pas la nation française coloniale, hein, et ce qui a été l'invention de l'idée de la nation par la Révolution française. Je pense qu'on n'a pas fait mieux depuis. C'est un peu provocateur hein, de le dire ici, je sais bien, mais j'aime bien. Mais, non, mais dans le bon sens de ce qu'était la nation dans la Révolution française. C'était pas la nation nationaliste, c'était pas la 14-18. C'était l'égalité universelle. C'était l'égalité en Europe. C'était la fin de la monarchie. C'était le passage d'un monde à un autre monde. Et la nation était portée par les gens. C'était pas la nation nationaliste. C'était pas la nation guerrière. Guerrière dans le sens expansionniste. Jusqu'à Napoléon. Hein. C'était plus la Révolution française. Il y en a qui disent que la Révolution française va jusqu'à la fin de Napoléon. Ça sera 92-94. On va pas oublier le temps de discuter de ça, mais toutes les idées d'égalité et de fin d'un monde et de nouveau monde se jouent dans l'idée de la nation. C'est pas pour réhabiliter la nation, hein, ce que je dis là, mais c'est pour dire que c'est vraiment peut-être certainement un vieux débat que de poser les questions entre nationalisme et antinationalisme. Parce que fin des États-nations, qu'à un moment donné la nation a dit autre chose, que les nations 14-18, style guerre 14-18, n'auront plus lieu. Donc on perd peut-être notre temps, on s'essouffle peut-être à parler de quelque chose qui est terminé. Voilà. Alors peut-être qu'on nous l'agite comme un vieux truc sur lequel il faut s'exciter. Mais peut-être qu'il faut s'exciter sur autre chose. On est obligé de s'exciter dans nos vies, de nous exciter. Donc l'universalisme, là où on est, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Dans le lieu, pas pour dire ailleurs on s'en fout, mais parce que à l'échelle humaine, on intervient là où on est. Donc à l'échelle humaine, intervenir aujourd'hui là où on est, du point de l'émancipation et de l'universel, qu'est-ce que ça peut vouloir dire et quels en sont les chemins possibles? Hein, nous avons été cité la question des étrangers en France, enfin des gens de nationalité étrangère. Hein, ils ne sont pas étrangers, mais de nationalité non nationale, disons. Se joue là dans le rapport égalitaire entre les gens, peut-être un élément d'universalité et d'émancipation. Voilà. Bon, c'est compliqué après toutes ces interventions de produire quelque chose d'intéressant, mais je reprends le couteau et la tartine là pour saluer ce que vous avez dit à l'introduction, parce qu'il faut oser le faire aujourd'hui, mettre sur la table un thème pareil, parce que quand même, après justement ce qu'a produit le gouvernement, et après ce qu'on voit dans les médias, c'est-à-dire par exemple en Italie, des travailleurs africains qui avaient été
importés et puis qui après sont chassés par les mêmes, certainement par la mafia liée à l'État italien. C'est vrai que il me semble que c'est l'honneur quelque part et la tradition du mouvement ouvrier d'insister et de remettre sans cesse au devant de la scène cette notion d'internationalisme. Alors bon, on peut l'appeler cosmopolitisme. Bon, moi ça me gêne pas forcément, mais c'est en tout cas important de le remettre sur le devant de la scène. Je voudrais répondre brièvement sur la fin historique des États-nations. Alors, certes, on le voit en France, par exemple, l'État dégraisse, entre guillemets, le secteur public, se débarrasse même, amaigrit même son secteur policier, militaire et tout ça. On ferme des bases aériennes, on restructure, etc. Mais fondamentalement, il me semble que l'État est quand même la béquille du capitalisme. C'est lui qui, quelque part, a sauvé le capitalisme dans cette énième crise économique qui n'est pas finie, puisque les banques ont été sauvées à grands coups de crédit, et aujourd'hui, les États qui se sont endettés formidablement, grâce aussi à notre pognon, qui se sont endettés formidablement, sont attaqués. Mais, en même temps, c'est quand même l'appareil de la bourgeoisie qui permet non seulement de faire face aux autres nations, mais aussi de lutter contre l'ennemi intérieur. Parce que il n'y a pas de souci, si demain il y a une grève généralisée en France, ça sera l'État qui réprimera. Et en Iran, l'État, à travers ses ayatollahs, ses pasdaran et toute leur clique là, ils essaient de tenir la nation. On le voit en Russie, c'est pareil. L'État et la nation, c'est à un moment donné, se sont bien rencontrés et cheminent de concert. Donc, pour moi, fin historique des États-nations, pour moi, c'est pas encore. Alors, bien sûr, il y a des États fragilisés, qui se décomposent, etc. Mais pour l'instant, l'État est toujours là. Pour ce qui concerne, moi, ce qui m'intéresse, c'est une phrase qu'a dit le camarade. Pourquoi l'ouvrier est désespéré? Et il me semble que dans ce qui doit nous amener à cheminer, nous amener à concrétiser un peu les choses, c'est dire qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour sortir de l'isolement, ce que disait un camarade, c'est-à-dire ce qui nous cloître, ce qui nous isole, c'est non seulement le corporatisme, mais aussi
le nationalisme. Le corporatisme, malheureusement, c'est dans une manifestation, c'est tout le monde derrière son calicot. Tu citais l'antichambre de la mort, là. Mais quelque part, c'est ça. On n'arrive pas à fusionner alors qu'on est de plus en plus attaqué, de plus en plus ce qu'on nous promet, c'est tous précaires. Malheureusement, c'est là où on va, tous précaires, et on n'arrive pas à se mettre ensemble. Alors évidemment, il y a beaucoup de garde-fous, ces chers syndicats, les premiers, qui nous cloîtrent, qui nous cloisonnent. Et qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, là je reviens de Paris, là, et j'ai trouvé une petite brochure faite par des anarchistes, je n'en revenais pas, sur, non, je plaisante, sur la Grèce, la révolte de décembre 2008. Il y a des choses éminemment intéressantes, et pour moi, c'est ça l'internationalisme, c'est dire, il se passe des choses là, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Même chose, les pauvres Iraniens, entre guillemets, qui, pourquoi ils avaient leur téléphone portable, ils photographiaient leur mort, pour tout de suite envahir la toile, pour chercher de l'aide. Quelque part, c'est ça qui est dramatique aujourd'hui, c'est qu'il y a des poussées de colère, des manifestations contre la vie chère, etc. Mais toujours, il y a les cloisons et tout ça, et il n'y a malheureusement pas encore d'international comme a pu exister à la fin du 19e siècle ou au début du 20e, qui montre un peu le chemin et qui réussit à lier tout ce désespoir et la transformer en quelque chose de positif, quoi. Et ça m'interroge. Voilà. Moi, je me situe comme le camarade qui a parlé à gauche, là, plutôt sur le courant des marxistes, plutôt de la 4. Mais parmi ceux-là, je suis de ceux qui ont toujours pensé, c'est pour ça que j'ai osé franchir la porte, qu'on ne pouvait pas être un militant d'émancipation sans prendre en compte tout ce qu'a pu apporter le courant libertaire au sens large à la réflexion sur la question. Donc je suis de ceux qui sont très attentifs à vos presses, à vos dictatures, donc je n'ai aucune hostilité de aucun âme. Voilà. Moi je me reconnais et je m'approprie complètement tout ce qui a été dit dans l'introduction. Là-dessus, nickel, aucun problème. Et s'il y a des nuances qui interviennent, là, c'est pour ça que j'ai levé le doigt, c'est quand il y a eu le débat sur l'État-nation. Là, je crois que c'est un débat important, parce que je crois qu'on s'illusionne et qu'on est très très loin de la disparition, de la régression des États-nations. On est même à une phase plutôt de balkanisation. Il y a de nouveaux petits États qui se créent, il y a des séparatismes qui émergent, etc. Alors qu'est-ce qui fait qu'on peut s'illusionner sur le sujet ? D'abord parce qu'on nous le fait croire. D'abord parce que dans le monde dans lequel on vit, ont émergé ce qu'on appelle des supranationalités, l'ONU, toutes les organisations internationales, etc., qui ont d'abord été des supranationalités plutôt de décision politique. Ça a été la fondation de l'ONU, après l'échec de la Société des Nations, et puis qui sont devenus des supranationalités économiques. Le Fonds monétaire, la Banque mondiale, etc., tout ça. Donc on nous fait croire que la nation, c'est plus très important, qu'il y a des supranationalités, et qu'en fait, c'est vrai que souvent, beaucoup de choses se destinent. Mais ça ne veut pas dire que les États-nations aient disparu. Parce que l'État tel qu'il est, dans le cadre du monde capitaliste dans lequel on vit, est encore une nécessité absolue. Je crois que tu l'as un petit peu évoqué. L'État, c'est ce qui organise la prédation légale. La prédation légale, c'est ce qui organise la légitimité de l'exploitation, c'est ce qui organise la légitimité de la propriété privée, et c'est ce qui organise éventuellement le maintien de l'ordre social quand il y a
des intolérances aux excès du système, c'est bien l'État qui intervient par sa police, son armée, etc. Donc on est très très loin de l'extinction des États-nations. Et il y a un autre facteur d'illusion, tu répondras après si tu veux, il y a un autre facteur d'illusion qui est qu'on est dans une société où effectivement la communication est tellement fabuleuse que, comme tu l'as dit, hein, il se passe quelque chose de grave dans les rues à Téhéran et en temps réel, dans l'heure qui suit, la planète entière est au courant. Donc on a l'impression d'être dans une société planétaire où on sait presque tout. C'est pas vrai, on ne sait pas tout. On nous cache beaucoup de choses, il y a tas de choses qui ne transpirent pas dans l'information. Mais c'est vrai qu'il y a des informations qui passent, qui auraient été ignorées avant Internet. C'est une évidence. Voilà. Donc on n'est pas ignorant de ce qui se passe dans le monde, même s'il y a beaucoup à dire sur les médias, etc. Mais cette illusion d'être sur une espèce d'espace planétaire qui nous serait commun n'est pas facteur forcément de fraternité. Cette connaissance de ce qu'est le monde, à mon avis, continue, n'efface pas les différences, n'abroge pas les rejets, les xénophobies. Il n'y a jamais eu autant de xénophobie et d'islamophobie dans le monde, en particulier chez nous, pour parler de ce qu'on connaît le mieux. Et je vous donne, pour illustrer ça, je veux dire, sur le sujet de ce soir. La semaine dernière, il y a eu un sondage qui a été publié dans l'Humain. La question posée était: êtes-vous favorable à la suppression du ministère de l'identité nationale? C'est le thème. Vous vous souvenez que quand ce ministère a été créé, ça a quand même été il y a eu un mouvement dans l'opinion de réprobation, je veux dire, même à droite. Non, je veux dire, l'opinion, il y a eu des sondages à l'époque. L'opinion ne comprenait pas la nécessité de ce ministère et beaucoup de gens qui se sont exprimés, y compris dans la droite traditionnelle, étaient très réticents sur ça. Alors, les résultats de ce sondage, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, êtes-vous donc favorable à la suppression du ministère de l'identité nationale? Ce qui nous fout un peu dans la merde et dans le débat de ce soir. Très favorable, 23%. Plutôt favorable, 22%. Et tous les autres sont pour. C'est-à-dire qu'il y a 45% de gens en France qui, dans un sondage sur la question, disent ce ministère, il faut le garder, quoi, en gros. Il faut le garder, ça va bien servir. Puisqu'on l'a fait, ça doit bien servir à quelque chose. C'est-à-dire qu'on est dans un phénomène où l'État a décidé de s'emparer de la question de l'immigration et de l'identité en mixant les deux dans des amalgames que vous avez un petit peu abordés. Ils ont fait ce que les psychologues appellent une prophétie réalisatrice. Ils ont dit, si on n'a pas ce ministère, on est foutu, quoi. Les immigrés vont nous bouffer, les étrangers vont nous envahir, etc. Et cette prophétie réalisatrice, elle a marché. C'est-à-dire que la majorité de l'opinion est convaincue qu'on a besoin de ce ministère protecteur de notre identité. Donc ça, je vous mets en garde. Et ça, c'est au sein de l'État-nation français, qui n'est pas le plus brillant des États-nations qui existent actuellement. Mais... Alors, moi, je voulais intervenir là-dessus parce que ça me paraît très important de ne pas s'illusionner sur la soi-disant fin des États-nations. Moi, je voudrais bien. Je suis aussi pour l'abolition des frontières, etc. Bon. Et une des autres raisons pour lesquelles je suis venu, c'est que je viens de finir la lecture d'un livre extraordinairement intéressant. Alors, il y a des différences. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est Ivan Todorov, qui vient de faire un essai sur la peur des barbares au-delà du choc des civilisations. Alors, cet homme, c'est un Bulgare qui est né à l'époque dans les pays de l'Est, qui a fait une réflexion. Alors, elle est passionnante par la méthodologie qu'il a fait. D'abord, avant de parler d'identité, il a dit on va essayer de réfléchir à ce que c'est la civilisation, à ce que c'est la barbarie, avec d'énormes références historiques, anthropologiques, etc. Bon. Et puis ses conclusions sont que le monde n'est pas binaire, il n'y a pas les civilisés et les barbares, et si on devait trouver des barbares, on les trouverait chez nous aussi. Bon, chacun de nous le sait, ça. Et ensuite, il s'intéresse à la culture et à l'identité. Il y a une énorme partie du bouquin qui s'intéresse au sujet de ce soir. Et là-dessus, alors ça te plaira, parce qu'il en arrive à la même conclusion vers la fin de son livre, c'est qu'il a les mêmes réserves que j'ai cru comprendre dans ton propos sur l'idée de l'internationalisme, qui est un peu un leurre, parce que ça maintient les nations, ça maintient les frontières, etc. On est simplement solidaire, comme l'a rappelé le camarade à propos du Vietnam. Moi aussi, j'ai manifesté contre le Vietnam, etc. Je ne partage pas complètement son point de vue pessimiste sur l'action. Je crois que l'action était légitime. On soutenait des gens opprimés et attaqués de l'extérieur de chez eux, dans le cadre qui était celui de l'époque. Bon, pour moi, le soutien ne se discutait même pas. Il fallait être anti-américain à cette époque-là, de façon fut-elle primaire. Je veux dire, ils n'avaient rien à foutre là, comme ils n'ont rien à faire en Irak. Voilà. Donc, je n'ai aucun regret d'avoir participé à ces luttes-là. Par contre, Todorov, dans son bouquin, en arrive aux mêmes conclusions que tu as énoncées, à savoir qu'il faut plutôt s'intéresser à ce qu'il appelle lui aussi le cosmopolitisme, qui est pour lui la valeur supérieure de l'humanité progressiste à venir.
Ce qui les différencie de la pensée aussi bien des marxistes que des anards, c'est que lui ne remet pas en cause l'État-nation. Voilà. Donc il ne franchit pas le pas d'écrire qu'il y aurait une utopie possible qui serait d'arriver à ça. Il n'y croit pas. Il évoque, mais il n'y croit pas. Donc dans l'état des États-nations, il faut apprendre à vivre ensemble, c'est-à-dire redéfinir tout. Alors s'il y en a qui sont intéressés, je vous invite beaucoup à le lire, c'est vraiment un bouquin passionnant. C'est ce qui m'a donné envie de venir ce soir, parce que j'ai terminé ça. Alors sur les États-nations, je ne sais pas, on peut en redébattre, mais je crois qu'il y a une mauvaise interprétation de ce phénomène. Et si je veux conclure sur une phrase, cette soi-disant disparition des États-nations, c'est le discours des capitalistes. On est tous sur la même planète, on a tous les mêmes intérêts. Voilà, on est dans une grande famille. Les multinationales, ben oui, bien sûr, nos actionnaires sont à Chicago, vous travaillez ici, on va vous délocaliser en Chine. Et c'est la même famille, tout ça. Et c'est pas vrai. C'est l'outil d'une phase supérieure de l'exploitation dans le monde capitaliste que de faire croire aux gens qu'ils sont devenus internationalistes, même s'ils ne le savent pas, quoi. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ah oui, bien sûr. Oh, je vais le faire tourner s'il y en a qui veulent noter. J'espère qu'il sera trop compris, qu'il reviendra. Faites tourner. Je crois qu'au stade actuel où nous sommes, effectivement, il n'y a pas d'anarchistes, il n'y a pas de marxistes, il y a une démarche qui consiste vraiment à s'opposer à la montée du fait identitaire, qui est effectivement un fait obscurantiste et dangereux pour l'avenir même de l'humanité. Donc, bon, je crois qu'à partir de ce moment, quand on parle qu'est-ce qu'on fait, je crois que déjà il faut rallier les bonnes volontés qui veulent bien réfléchir, et tout ça pour s'opposer à cette montée-là. Moi, je voudrais résumer un peu le truc. Le camarade a posé la signification de la montée du fait identitaire. Bon, c'est important comme question. Qu'est-ce que ça signifie, la montée? Parce que si on connaît la signification de cette montée de l'insignifiant, mais c'est pas insignifiant, c'est une vraie signification. Si on connaît la signification, on peut peut-être trouver une cause et comment s'y opposer. Donc c'est une véritable question que tu as posée. Il y a des gens qui ont répondu déjà. Le fait identitaire structure une société que le capitalisme a déstructurée. C'est-à-dire que le capitalisme a produit cette souffrance au travail, dans le monde, c'est une humanité dont on a parlé, et finalement l'individu est atomisé. Quelqu'un s'est employé, c'est le mot d'atomiser. On l'a déjà employé pour l'histoire de souffrance au travail, l'atomisation au travail. Et c'est l'atomisation de le monde entier. Et comme l'individu est atomisé, le capitalisme qui a provoqué cette atomisation provoque des petits regroupements comme ça, d'individus, mais ce sont des regroupements qui vont recréer une exclusivité, parce que ce sont des regroupements, qu'on a parlé de micro-regroupements. C'est toi, je crois, ou du métro. On leur propose d'intégrer un petit truc, mais finalement, un petit truc qui va s'opposer à notre petit truc. Et on leur propose pas le regroupement qu'on appelait autrefois internationaliste. Moi je sais pas, moi j'ai rien contre l'internationalisme. Moi je suis issu d'une famille, bon, en 1934, ils ont fait une révolution, les Asturies, ils criaient UHP, Unidos Hermanos Proletarios, unis frères prolétaires. C'était universaliste. Voilà. Et c'était aussi internationaliste, et c'était aussi cosmopolite. On ne se posait pas beaucoup de questions. On était des mineurs, on était des ouvriers, on était contre le capitalisme, on était contre l'injustice, et qu'on prenait un bâton de dynamite, et voilà, terminé, point dans la ligne. Quoi. Ils ne réfléchissaient pas trop, les gens, comme ça. Si, ils avaient la réflexion. Tout est dit. C'est comme dans votre phrase, nous sommes tous différents, mais on a tous les mêmes droits. Voilà, tout est dit. Voilà. Après, c'est vrai que le problème, quand on l'aborde au détail, il est d'une extrême complexité, et on en a soulevé l'État-nation, le territoire, qui décide quoi, quand, comment, est-ce qu'il y a des... Je trouve que la définition que tu as donnée tout à l'heure, c'était de Sébastien Faure. Oui. Bon, elle est péremptoire, elle est trop péremptoire, il a raison d'avoir soulevé le problème, c'est trop péremptoire. On ne peut pas comme ça, sur des faits comme ça précis, raisonner avec des définitions. Après, à un moment donné, il y a ce qu'on appelle la palabre, il faut discuter. Voilà, on peut pas. Le deuxième point, voilà, c'est ce qu'a soulevé le copain là-bas. Bon, à la montée du fait identitaire, on oppose l'universel. Ça, je crois qu'on est d'accord, on expose le cosmopolitisme et une certaine version de l'internationalisme. La version de l'internationalisme qui fait qu'effectivement, les gens se reconnaissent parce qu'on est pareil, on est exploité par un système qui est mondial quand même, qui a étendu ses ramifications au niveau mondial. Donc, la question des étrangers, c'est une vraie question. C'est-à-dire, comment on crée la solidarité? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je note quand même, alors moi je suis quelqu'un d'assez optimiste. Voilà. Il y a des trucs qui se passent. Bon, alors je ne sais pas si c'est important, etc. et tout, mais
j'ai vu aujourd'hui, un gars qui s'opposait qui faisait une lettre au préfet en exigeant ses papiers. Voilà. Il ne voulait pas remplir le dossier. Il a dit voilà, moi je sais pas si vous l'avez entendu, moi je l'ai entendu sur France Info. Il a dit voilà, moi mes parents étaient résistants, je suis d'origine polonaise, je suis né en France, maintenant vous donnez les papiers, point à la ligne. Et je ne vais pas vous donner le certificat de nationalité de mes parents, ça ne vous regarde pas. Et ils n'ont pas fait la résistance, ils ne sont pas battus comme ça pour que des imbéciles comme vous qui êtes préfet me demandent quoi que ce soit. Mais c'est la réalité. C'est celui de l'affiche rouge. Ouais, peut-être, c'est Corentin. Il y a un des orphelins des fusils de l'affiche rouge qui s'est vu renouveler. Il faut poser les choses clairement. On a affaire à une administration. L'administration, normalement, c'est elle qui rend des comptes. C'est pas elle de nous demander des comptes, c'est elle. Voilà. Je crois que c'est des choses qu'il faut dire aux gens. Et là, ce gars-là, très bien, c'est un gars de son taille. Mais moi, je ne vais pas vous donner le dossier. Il y a tel article, telle loi. Moi, je ne me rappelle pas, c'est tellement de lois, tellement d'articles, et tellement de gens qui veulent les faire. Voilà, vous allez me le donner, moi, je n'ai pas. Et très bien, il est passé sur France Info. Il y a un site des Français qui ne sont pas contents parce qu'on leur demande les papiers. Ça marche. Il y a le 1er mars, c'est la journée des immigrés qui ne veulent plus consommer parce que, voilà, je ne sais pas ce que ça signifie. Mais enfin, c'est des réactions. Voilà. Bon, mais moi, je suis un tempérament positif, optimiste. Alors, il y en a qui sont... ouais, voilà. Moi, je crois que il faut analyser, et il faut l'analyser ensemble avec tous les gens de bonne volonté. Alors moi, c'est pas anarchiste, c'est les gens qui veulent bien réfléchir à comment on peut analyser tout ça, essayer de démonter un peu les mécanismes et voir comment on peut s'opposer à notre niveau modeste. Ben, ici, localement, l'universel commence ici, alors créer des solidarités, trouver des arguments, ce que vous faites vous, au niveau des sans-papiers, etc. Voilà. Moi, au stade actuel du débat, voilà ce que je retiens pour moi et qui fait que je suis différent à 10h que je l'étais à 8h. Voilà, je suis en perpétuel devenir et c'est une liberté que je prends. J'ai un problème d'identité, je ne suis pas le même du nord à l'autre, et là je vous ai. Voilà. Entre les deux, il y a eu le casse-couille. Eh bien oui, il y a l'échange. C'est très bien de savoir ce qui se passe à Téhéran, mais souvent on ne sait pas ce qui se passe à 300 mètres de chez soi. C'est pour ça que je dis, j'ai relativisé ce que tu dis. Par contre, pour revenir à la question que tu posée, pourquoi est-ce que le débat sur l'identité nationale a été posé sur la table? Moi je le dis simplement, pour moi c'est clair, c'est parce qu'il y a simplement un vide politique total et le capitalisme auquel se passent servir les dirigeants n'est pas capable d'apporter une solution en matière sociale. Et donc, qu'est-ce qu'il faut à la place? Ils apportent une réponse politique. Une réponse politique qui consiste dans le nationalisme, qui veut ouvrir une polémique par rapport à l'identité nationale, mais à mon avis, ce n'est qu'un début, ça, qui va venir amener d'autres débats du même style, identitaire, culturel, et c'est-à-dire pour moi culturel, ça veut dire aujourd'hui corporatiste, et qui va venir donner une réalité politique au multiculturalisme. Parce que le problème aujourd'hui qui se pose pour les politiques, c'est qu'il n'y a plus d'autorité des idées, celles qu'ils ont avancées pendant des années. Ils arrivent à un mur ou au bord du précipice et ils ne savent pas comment se retourner. Mais il faut à tout prix qu'ils gardent le pouvoir et qu'ils continuent à gouverner. Donc ce multiculturalisme, à mon avis, il répond totalement à l'exigence de l'impérialisme et de l'expansionnisme économique mondial en venant quadriller la population mondiale par des cultures, des langues, toutes sortes, tous les boniments possibles et imaginables. Voilà, ce qui se pose en fait, c'est la question pour le pouvoir, c'est la continuité politique. Je ne sais pas juste ce que vous voulez dire un peu. Juste un point, un petit retour en arrière, mais pour être plus précis, le propos, c'est pas de dire qu'il n'y a plus d'État. C'est pas de dire que c'est la fin des États. C'est la fin de l'État-nation, une forme d'État. Bon, on peut être d'accord, hein, mais c'est. Voilà, il ne faut pas simplement le signifier comme ce qui arrange bien le capitalisme aujourd'hui. Hein, ça va, c'est un peu rapide. Je pense que l'État a eu plusieurs formes. L'État, l'État a eu plusieurs formes, que l'État-nation est une forme particulière à un moment donné historique d'un type d'État, et que c'est pas, comment dire, c'est pas
pas une hérésie que de penser qu'une forme d'État disparaisse et qu'une autre forme d'État apparaisse. Donc, ce que je dis là, c'est que la forme d'État, État-nation est en train de se terminer, ça je le pense vraiment. Ça ne veut pas dire que l'État se termine. Ça ne veut pas dire que l'État français, par exemple, est fini. C'est un autre type d'État qui se met en place, qui n'est pas du tout dans le même rapport aux gens que ce qu'il était avant. L'État-nation, c'est quoi? Parce que l'État-nation et la nation, et l'État et la nation, c'est pas la même chose. C'est pour ça que tout à l'heure, je citais, c'était pas innocent, le rapport de la Révolution française à la question de la nation. Bon. Et donc, ce qu'on a appelé l'État-nation, c'était un État qui avait un rapport au peuple. C'est-à-dire qu'il était bon, mais il avait un rapport au peuple. C'est-à-dire qu'au moins, il considérait que les gens existaient. Que les gens étaient là, que les gens existaient, et qu'il avait... Alors, c'est pour ça qu'y compris à un moment donné, dans le XXe siècle, l'État était obligé de se positionner comme étant l'État pour tous. C'est sûrement vrai, hein, je ne dis pas que c'était vrai, mais il était obligé de se positionner comme l'État pour tous. La sécu, les retraites, l'éducation, ça a quand même existé, je ne dis pas que ça n'a pas été. Donc ça, c'est une forme d'État qui a fusionné avec l'État-nation. Si ça disparaît et que se met en place un autre type d'État, c'est un État séparé des gens. Il n'y est pas jusqu'à présent. Bon. On peut discuter pendant des heures de l'État, c'est pas le plus intéressant, mais il faut quand même le comprendre, ce qu'on a en face de nous. Voilà. Et qu'on ne peut pas simplement dire tout est comme avant. Hein, alors des gens ont critiqué en disant c'est pas parce que c'était avant que c'était bien. Bon, je crois que sur la politique et sur ce qu'on peut faire, il faut aussi se fixer à nous-mêmes. Ce qu'on dit des traditions, c'est pas parce que c'était fait avant que c'est bien aujourd'hui. Donc c'est pas parce qu'on pensait d'une certaine façon avant et que les choses fonctionnaient bien intellectuellement d'une certaine façon que c'est toujours vrai aujourd'hui. Il faut aussi se dire que la rupture elle est aussi pour nous. Hein, parce que souvent c'est trop simple, c'est toujours les méchants. Bon. Voilà, donc si l'État n'est pas le même, si le rapport que l'on doit aussi créer à l'État n'est pas le même, je crois qu'il faut se positionner et réfléchir vraiment ce que nous propose l'État moderne d'aujourd'hui. S'il n'est plus l'État-nation, il nous propose l'identitaire. Il nous propose l'identitaire qui est très violent. Enfin, c'est quelque chose de très violent et peut-être même de plus violent que ce qu'était l'État-nation avant. Hein, c'est pas pour dire que tout va bien parce que l'État-nation disparaît. Non, c'est pas compris. Si vous avez compris que je disais ça, c'est pas du tout ça que je dis. Hein. Moi, je pense que tout va mal parce que l'État est en train de changer et qu'on s'en aperçoit pas. Donc, on est encore sur un vieux terrain et qu'il a déjà de l'avance. Donc, c'est jamais très bon quand mon ennemi a trop d'avance sur toi. Donc, s'il nous propose l'identitaire, qu'est-ce qu'on lui oppose? Tu as avancé des choses, moi, qui m'intéressent. Le rapport aux étrangers, effectivement, c'est quelque chose de très important. Parce que c'est là-dessus que va se jouer l'identitaire. Le rapport à la question de la religion. Je suis sans religion, donc je ne prône pas de la religion, mais du fait que des gens aujourd'hui aient un rapport à la religion, que ce soit des gens pauvres principalement, qui aient un rapport à la religion qui s'appelle la religion musulmane, et que ça soit attaqué, il y a bien une raison. Quand je dis ça, c'est pas pour dire la religion musulmane est bien. Pour moi, elle n'est ni bien ni mal. Elle est une religion. Avec un rapport très lointain à la religion, ça m'est indifférent. Moi non. J'ai beaucoup d'amis qui sont religieux. Et je respecte leur démarche. Ça n'empêche pas de discuter avec eux. Enfin, bon. Donc, si l'État qui se constitue nous met dans ce rapport-là, nous, dans quel rapport on se met? Parce que c'est ça la question. Dans quel rapport on est capable de se mettre pour aujourd'hui? Pas dans nos vieux schémas, pas dans ce qui n'existe plus, pas dans ce qui n'existe plus. Voilà. Donc, je crois que ce qui traverse la question, ça, c'est la question de l'égalité. C'est-à-dire comment on peut porter là où on est, et maintenant la question de l'égalité. Et que ça va contre l'identitaire. Parce que l'identitaire, c'est à l'opposé de l'égalité. À partir du moment où il y a de l'identitaire, ça veut dire que telle partie des gens qui peuvent être reconnus ou se reconnaître de tel ou tel truc, eh bien, peuvent avoir accès à tel ou tel droit, tel ou tel privilège, parce que si c'est plus des droits, c'est des privilèges. Donc l'identitaire va à l'encontre du droit. Voilà, donc après c'est le lobbying, c'est bon, on va pas discuter pendant des heures, mais l'égalité doit, enfin, à mon avis, l'égalité, on s'entoure aujourd'hui, dans la réalité d'aujourd'hui, c'est ce qui permet aussi d'affronter l'identité. De parler d'une universelle réelle. Enfin, voilà. C'était pour clarifier sur l'État. Hein, tout va bien puisque l'État-nation. Jean-Louis a répondu en grande partie à ce que j'allais dire. Simplement m'excuser, je suis réfractaire à beaucoup de choses, y compris à l'heure. J'étais persuadé que c'était à 21h, c'est pourquoi j'étais en retard.
Mais c'est pas pour ça que je t'avais donné. Ça va pour cette fois. Voilà. J'étais persuadé que c'était à 21h, j'étais surpris de vous voir tout le temps. Non, je reviens alors complètement en arrière, parce que je voulais intervenir sur la question de l'état, la disparition de l'État-nation, parce que je partage complètement ce que vient de dire Jean-Louis. Effectivement, le capitalisme, aujourd'hui, par sa mondialisation, a plus besoin du même type d'État que celui qu'il avait besoin avant. Il a toujours besoin d'un État, il faut bien quelqu'un pour taper sur la gueule des gens qui sont révoltés. C'est une évidence absolue. Mais on ne peut pas raisonner les questions d'aujourd'hui avec les outils d'avant. C'est-à-dire, on ne peut pas raisonner les questions d'aujourd'hui, on ne peut pas raisonner le XXIe siècle avec les outils du XXe siècle qui ont montré à la fois qu'ils correspondaient à un certain type de situation qui elle, n'existe plus. Sauf à dire l'exploitation, elle a toujours existé, et certains diront elle existera toujours. Moi je ne le pense pas, mais il y en a qui le pensent, que ça peut être comme ça. Et donc, sauf à raisonner comme ça, on ne peut pas raisonner, donc il faut réfléchir, et c'est une responsabilité. Une responsabilité, je vais dire, à la hauteur de celle qui a été les responsabilités des grands penseurs des siècles précédents. Je ne veux pas citer le nom pour ne pas faire de truc, mais pour moi je dirais à la hauteur de Marx, par exemple. C'est à ce niveau-là que... mais je pense aussi à Bakounine, je pense aussi à Proudhon, qui m'a aussi beaucoup apporté. Mais moi, à la fois, je me réclame de cette pensée-là, et à la fois, je me réclame d'aucune pensée, au sens où je suis riche de tout ça, je suis vieux de tout ça, mais que je sais que ce qui est à inventer, c'est les choses d'aujourd'hui. Et que ça me mène, y compris, à être parfois, et surtout en ce moment, en désaccord avec des gens qui furent mes amis politiques, qui le sont encore plus ou moins, tel Alain Badiou avec son hypothèse communiste, que je ne trouve pas juste. Mais bon, il faut le discuter, hein, parce que je pense que l'étape n'est plus à l'hypothèse communiste, n'est plus à raisonner en termes d'hypothèse qui nous viendraient du ciel et qui serait la pensée unique des intellectuels et auquel il faut se... Et pour terminer, c'est que, et ça va aussi avec la culture, comme je disais tout à l'heure, moi, la question de la culture, auquel je pense qu'il y a on est riche de tout ce qui existe partout dans le monde, hein, on est riche de ça. Mais je serais pour dire, ce qui est important, c'est la pensée à l'intériorité. Comment on s'approprie une pensée, quelle pensée on se met en avant soi-même, comment on est persuadé qu'on est capable de penser et que tout le monde est capable de penser. Dire ceux qui ont l'occasion de venir rencontrer les ouvriers sans papier avec nous, où tout le monde a vu qu'il y avait des ouvriers analphabètes, entre guillemets, c'est-à-dire que certains ne savent ni lire ni écrire, et beaucoup d'entre nous sont obligés de nous accrocher pour suivre leur pensée, la profondeur de leur pensée. Moi, je crois que ça aussi, c'est un débat. Et dernier point, c'est que je crois aussi que la politique, c'est une affaire de processus, et non pas de grandes théories. Il faut avoir des arrières, il faut avoir une pensée. Mais comment on est capable de suivre au jour le jour ce qui se passe, avec des gens précis, c'est une capacité. Oui. Juste quelques mots, un peu sur la politique et après une proposition pratique. Politiquement, je suis d'accord avec le copain d'Albi. Il ne faut pas entendre la culture forcément comme une tradition, un folklore. C'est quelque chose de vivant qui s'invente. Par contre, je prolongerai juste un peu, quand tu donnes comme exemple la tribu indienne qui lutte contre les capitalistes qui veulent voler leurs ressources. Si moi je suis de cette tribu, donc tu laisses entendre qu'elle a une culture anticapitaliste, d'une certaine manière, cette tribu-là, de fait. Si je suis de cette tribu, que je trouve qu'il y a tel élément de ma culture que je trouve débile ou injuste, j'ai le droit aussi d'être contre ma propre culture. Donc on ne fétichise pas la culture en question. On est d'accord, hein, mais c'est juste pour préciser. Après, sur le fédéralisme, la Suisse, par exemple, est un État fédéral. Mais ce n'est pas un fédéralisme libertaire. Il est un fédéralisme déjà étatique, interétatique, mais aussi, il est sur une base nationale. Le fédéralisme libertaire, tel que je l'entends, il n'est pas du tout sur une base nationale ou ethnique. Elle est sur une base de sorte de commune qui se crée sur une base d'un projet commun, sur des valeurs communes et qui se fédère. Moi, je le vois comme ça. Hein. Mais je pense que c'est ce que tu me diras, ce que tu en penses. Après, pour les luttes, tu parlais du Vietnam et de... En fait, les luttes, le problème c'est que quand quelqu'un est dominé, évidemment qu'il a le droit de se défendre. Mais parfois le projet qu'il porte n'est pas du tout émancipateur. Il peut avoir un projet particulièrement dégueulasse. Le jour où il sera au pouvoir, où il aura vaincu. Par exemple, je donne un exemple, ce qui se passe en Palestine. Évidemment que c'est dégueulasse le colonialisme
israélien. Mais c'est pas sûr du tout que les mouvements palestiniens actuels aient un projet émancipateur. Peut-être que dans 10 ans, imaginons dans 100 ans, quand ils gagneront, peut-être on va devoir s'opposer à eux parce qu'ils vont avoir un projet de liquidation de tous les mecs qui sont là-bas. Et à ce moment-là, ceux qui sont pro-palestiniens vont devoir devenir anti-palestiniens. Et donc, donc, en fait, toute lutte n'est pas émancipatrice. Il peut y avoir des luttes absolument stériles, voire destructrices, même si elles s'opposent à une domination. Et de ce point de vue, je soutiendrai, contrairement à ce que je disais, c'est-à-dire, là par exemple, le Vietnam, on peut maintenant parler d'Israël, hein, mais c'est le même. Être contre les dominants, ça peut être pour les dominer avec tout ce qu'ils racontent. Voilà. Et c'est une position difficile en pratique parce que ça se ressemble beaucoup, mais c'est difficile à tenir, mais ça a des implications pratiques dans la suite. Après, sur l'État-nation, bon, moi j'en sais rien, hein, s'il disparaît ou pas, j'ai pas votre science marxiste de l'histoire. J'arrive pas à savoir. Mais je constate juste un truc, là où je te rejoins, c'est que l'État est en train de changer de nature, et à petite échelle, sans aller dans un truc compliqué, qu'on passe de l'État-providence à un État gendarme de plus en plus. Et ça, c'est constatable tous les jours, qu'il est en train de liquider les services publics et qu'il est en train de monter la répression. Et donc, c'est cette justification auprès des gens de leur foutre la trouille sur les immigrés, sur les délinquants, pour pouvoir justifier sa répression. Donc, effectivement, on est passé à une autre phase. Mais pourquoi ? Parce qu'il a le rapport de force. S'il y avait une opposition massive des classes populaires, il ferait des concessions, des compromis, et il rétablirait l'État-providence. En pratique, on parlait, il y a des anarchistes, des marxistes. Ce qui m'intéresse, c'est qu'à peu près la plupart sont d'accord sur le cosmopolitisme, qui nous réunit tous. Donc la question maintenant, c'est, comme disait qui vous savez, c'est que faire. Et donc, que faire moi, je suis parmi ceux. Parce qu'il a fait lui. On ne fera pas exactement ce qui a été fait. Mais, bon. C'est pas le même. Mais la question est toujours d'actualité. Donc, je suis parmi ceux qui ont proposé ce débat parce que je pense qu'il faut arriver à organiser des actions. Je vais juste rebondir sur votre idée en fait d'état-nation. Je suis d'accord en fait avec lui, tout simplement parce que ce n'est pas simplement du fait, c'est clair, du capitalisme qui réduit quand même le pouvoir, mais c'est aussi en fait le pouvoir en fait que le peuple a l'état-nation. C'est-à-dire que je me pose aussi une question toute simple aux pères et aux mères qui sont ici, qui c'est qui serait prêt à donner la vie de son enfant pour défendre la patrie, quoi, tout simplement. Je pense que la réponse serait quand même clairement négative, quoi. Deuxième chose pour rebondir, et alors désolée si je suis hors sujet, mais je dis toujours hors sujet de dissertation, c'est juste pour rebondir en fait par rapport à mon voisin de droite, où moi je vais apporter ma voix d'une personne qui est née en 1984, donc qui n'a pas du tout connu les mouvements féministes, qui n'a pas du tout connu les 1968, la guerre du Vietnam, et qui fait partie, on va dire, à la limite de cette génération de pauvres. C'est qu'à la limite, ici, j'arrive dans une conférence sur l'identité régionale, et à la limite, moi, je serais à la limite plus positive. Parce qu'on est dans une société où, voilà, ben moi, tout simplement, j'ai 25 ans, et je me rends compte que moi-même et beaucoup d'autres personnes, en fait, n'ont pas forcément beaucoup de valeur, en fait, et que l'État fait souvent, en fait, ces grands référendums, etc., parce que c'est à la mode, et que les gens on a besoin de retrouver en fait ces valeurs régionales. Et à la limite, on va se faire aussi l'avocat du diable, c'est que tout le monde tient à la Corse et à ce mythe de beauté voilà, en France. Et en comparaison à la Grande Motte et compagnie, c'est que s'il n'y avait pas eu aussi cette identité régionale, identitaire, des choses comme ça, peut-être qu'elle aurait été bouffée aussi par le capitalisme, mais ça serait tous les deux. On fait parenthèse vite fait. Non, mais juste pour revenir en fait là-dessus, et de ces jeunes en fait de 25 ans où oui, moi je suis pas née dans une société en fait où il y avait, on va dire, des classes dominantes telles que les ouvriers ou des choses comme ça. Je suis née dans le capitalisme, j'avais 15 ans en l'an 2000, et ce que j'ai appris c'est vraiment la stratification des postes. Donc c'est une multiplication de postes tels que les chefs de projet ou des choses comme ça. Et pour moi c'est plus à cette guerre identitaire à ce niveau-là qu'il faudrait s'attaquer, plutôt qu'à une guerre identitaire genre territoriale. Parce que, moi par exemple, je ne suis pas toulousaine, j'ai pas de famille, ici, proprement dit.
Et c'est vrai qu'à un moment, on a obligatoirement besoin, à la limite, d'appartenir à un groupe, et peut-être c'est aussi ma volonté d'être ici ce soir, quoi. Et comme on dit souvent, c'est connais ton passé pour comprendre ton présent aussi. Et c'est pour ça que pour moi, je ne mettrais pas que négationniste sur ce problème en fait, d'identité régionale, parce que pour moi, pour ma génération, on a besoin déjà de savoir d'où on vient, chose que beaucoup de personnes ne savent pas beaucoup. Notamment des jeunes d'immigrés de deuxième génération qui ne savent pas s'ils sont d'origine africaine, marocaine ou française, des personnes comme moi qui sont nées un petit peu dans cette globalisation sans vraiment avoir cet attache à un village ou à quelque chose. Voilà. On est perdu un peu dans cette globalisation, on n'a pas vraiment d'identité personnelle, alors que l'individu était un petit peu, on va dire, comme on dit, bouffé par le capitalisme, parce que beaucoup de personnes actuellement... je ne pense pas qu'ils ont des réflexions vraiment personnelles poussées sur ce système, sur cette question-là, sinon il n'y a pas 45% des personnes qui souhaiteraient le ministère de l'identité française. Bon, je ne sais pas si tout le monde a compris. C'est à toi. Par rapport aux racines. D'ailleurs, pendant que tu disais qu'on a un cerveau, on n'a pas une racine. Et en fait, je vois que souvent on fait référence quand même aux travaux de certains psychanalystes. Or, pour un peu de lecture que j'ai fait dans ce domaine-là, la plupart des psychanalystes disent que si on a besoin de racines pour élaborer son identité. Et une identité pas du tout comprise dans le sens de repli identitaire. Identité dans le sens du travail de suggestion. Je suis sujet, je. Être capable de dire je. On ne pourra jamais travailler dans un cosmopolitisme ou dans une société internationaliste ou multiculturaliste si on n'est pas sujet soi-même, si on est simplement un pion dans une masse. Donc ce travail de suggestion est très important. Et je constate justement ce que vient de dire, que cette perte d'identité, en fait, c'est le fait de ne pas avoir d'identité. Donc il y a une différence entre construire son identité et à une époque. À 8 heures, tu n'avais pas la même identité que maintenant. Mais quelque part, c'est ton identité, c'est ton savoir qui est différent. C'est ta manière d'envisager les choses. Mais l'identité, elle se construit, elle est en construction. Donc cette assujection, ce fait de devenir sujet, on ne peut pas le renier ou le comparer au repli identitaire. C'est totalement différent. Le repli identitaire, on va faire beaucoup là-dessus, parce qu'on a tous à peu près la même vision de la chose. Le repli identitaire, c'est de dire ceux qui sont comme moi ou pensent comme moi, on est meilleur, et on est agressé en permanence par l'autre. Alors que non, le sujet, l'identité de l'individu, elle bénéficie de l'autre. On ne pourra pas vivre dans une société sans l'autre. On en a besoin l'un de l'autre. Mais si on n'est pas sujet soi-même, si on n'est pas capable de dire je ou moi, on ne sera jamais membre d'une société multiculturelle. Je voulais, en fait, par rapport à ça, préciser qu'il y a 4 valeurs qui sont indissociables du sujet. C'est le respect, la réciprocité. Je respecte la culture de l'autre, je respecte la possibilité qu'il devienne lui aussi un sujet, mais il faut qu'il y ait cette réciprocité, il faut que lui respecte la possibilité que je devienne moi un sujet. La réciprocité, l'égalité, le respect, la liberté. Ce sont des valeurs qui, à mon avis, dans une société multiculturelle, sont indispensables. Et que m'importe que l'autre soit quelque chose qui me soit totalement différent, du moment qu'il respecte que moi je puisse être moi. Ça, je trouve que c'est primordial. Évidemment que la nation, c'est pas du tout une valeur qui me touche. Quand je dis que je suis fédéré à quelque chose, nous, notre fédération, elle ne se limite pas aux frontières hexagonales de la France. Par exemple, l'IFA, c'est l'international des fédérations anarchistes, pas de frontières. S'il y avait des habitants sur Mars qui voulaient se fédérer, ils pourraient aussi. Je ne crois pas du contraire. Une chose, c'est que moi je suis dans un petit département rural, à côté de l'État, les collègues Jérôme pour en parler. Le repli identitaire, c'est quelque chose qui existe, que je sens régulièrement. Et début janvier, on a Éric Besson qui est venu faire ce débat sur l'identité nationale. En règle générale, dans les régions, dans les départements, il a envoyé les préfets et les sous-préfets. Nous avons la chance d'avoir M. Besson. Il faut savoir aussi que le député qui s'appelle Bernard Caron est quelqu'un de très particulier, bien à droite. Et ils ont pris un petit village qui s'appelle le Bout du Pont de l'Arme, qui est à 10 km de chez moi. Parce que ce village, en règle générale, aux élections présidentielles, ils font entre 60 et 70% FNI. Donc ils ont pris ce village pour faire venir M. Besson, à le hasard. Donc on a essayé de faire une petite manif
il y avait de la neige, on était quand même 35. 15 selon les journalistes, 35 selon les personnes présentes. Donc moi je suis rentré, alors que certains d'entre nous avaient décidé de boycotter le débat, je suis rentré pour essayer de prendre la parole, j'ai pas fait. Ce que j'ai proposé aux membres, aux personnes qui étaient présentes à cette manif, c'est d'organiser quelque chose. Moi, s'il est mal pris, on aurait pu organiser le même jour, mais c'est très mal pris. Donc en fait, j'organise un truc dans le Tarn le 9 avril. Et pour l'instant, j'ai la confirmation d'Olivier Lecourt en maison. C'est pas un anarchiste, c'est pas un anarcho-syndicaliste. C'est un universitaire, c'est un prof d'histoire. Et occasionnellement, il écrit des articles anti-Besson dans Politics. Ce n'est pas non plus le journal anarchiste, mais je trouve que ces textes sont intéressants justement sur la question de l'identité et surtout sur la raison d'être de ce débat actuellement, justement dans cette crise de capitalisme. Des personnes comme Hannah Arendt et d'autres se sont bien aperçus qu'à chaque période de crise dans un système, et notamment dans le système capitaliste, il y a automatiquement, alors est-ce que c'est la psychologie, est-ce que c'est la manipulation des affects, il y a repli identitaire, il y a travail sur justement qu'est-ce que la nation, c'est important la nation. On a vu ça après la crise 9 et par hasard, on a l'impression d'être dans une crise, je pense pas que ce soit on est dans une crise du capitalisme, et il y a une idée du repli identitaire et de la question nationale. Donc si vous avez, je sais qu'il n'y a pas le métro qui vient jusqu'à encore, mais si vous avez des bus ou des grandes voitures avec la place, et le 9 avril au soir, vous n'avez rien à faire, on va essayer de faire une conférence, mais qui ne soit pas une conférence professorale, c'est une conférence, débat, comme ce soir, mais j'espère que ce jour-là, il y aura des gens qui, justement, pour eux, le repli identitaire, ça leur parle. Les gens, j'aimerais qu'il y ait des racistes. Clairement, j'aimerais ceux que j'ai rencontrés lorsque Besson est venu, j'aimerais qu'ils viennent aussi à ce débat et qu'ils expriment ce qu'ils ont sur le cœur. Parce que lorsque Besson est venu, je sens que leur racisme, quand ils ont pris la parole, ils n'avaient pas peur de le dénoncer. Ce que tu disais tout à l'heure, que dans les journaux, on entend des ministres prononcer vraiment des phrases racistes ou à la limite de la xénophobie, mais parfois à la limite on peut enlever comme terme. Moi je l'ai entendu réellement lors de ce discours. Le discours organisé par la République, payé par nos deniers. Donc j'aimerais que ces gens-là viennent au débat que j'organiserai avec Olivier en maison,